Alors, bienvenue, Alex. Ça fait longtemps que je voulais que tu viennes au podcast, puis là, je suis bien content que tu es là. Puis, on va commencer tout de suite par Horvat. C'est quelle origine? C'est allemand. Allemand, OK. So, allemand, la famille de ma mère sont allemands-hongrois, mais ma mère elle vient d'Allemagne, donc Horvat, c'est allemand. Puis, ton père? Mon père est mix, Trinidad et Québec. Wow! Oui, exactement. So, un mix de tout, un gros mix, mais Le oui. Trinidad, il est où? Là? Il est caché. Il est caché. Il est caché loin. Il est caché loin. OK. Un petit peu. Puis, un peu ton travail, tu travailles dans une prison. Okay? Ouais, Mais tu n'as rien fait de mal, c'est ça? C'est pas, Non, tu c'est ça. travailles dans une prison. Je travaille pas à 5 $ par jour. Une Je chose? travaille pour le government. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai parlé brièvement à certains de nos collègues au gym, Jiu-Jitsu Gym. Oui. Puis il y en a une qui m'a dit, ben, on sait qu'il travaille dans une prison, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Fait qu'est-ce que tu fais? Mettons, typical day. Ça a l'air de quoi? Typical day, I guess, disons sans rentrer dans trop de détails administratifs, un typical day dans une prison, c'est un peu comme gérer un hôtel, un peu, puis gérer une garderie un peu en même temps aussi. Puis je dis pas ça de façon péjorative, c'est dans le sens que tout le monde a des besoins, tout le monde a des plaintes, toutes les choses qui fonctionnent pas. So, faut s'assurer que tout le monde est content, que les gens ne chicanent pas, puis aussi que les besoins, puis les devoirs que nous, on a aussi sont respectés. So, dans le fond, moi, je suis pas gestionnaire en tant que tel de la prison, mais dans le fond, dans mes tâches, je suis pas gardien. Je m'assure que les choses se passent bien, en général, autant opérationnel que le bien-être des gens, disons. Les gens, tu parles... Des personnes détenues, oui. Des personnes détenues. Ouais, des personnes détenues. Puis, donne-moi un typical day. On fait la gestion des entrées, sorties des personnes, l'évaluation des risques des personnes qui rentrent, qui sortent. Répondre aux plaintes des gens qu'il y a. S'il y a une situation qui gets a bit out of hand, we have to manage it. Il faut s'en occuper. So, ça, c'est une journée plus normale. Mais je dirais qu'il y a beaucoup plus de gestion opérationnelle, des choses qui se passent, puis de répondre à des plaintes, puis des besoins des gens. Parce que. C'est quel besoin et quelle plainte? Ben, des gens. Ben, quand je dis plainte, ça serait tous les types de choses. Mon co-chabreur, il ronfle. D'autres choses. Non, mais c'est vrai, c'est des choses qu'on entend. J'étais avec un gars qui ronfle tout le temps. C'est désagréable. Donc, comment on va régler ça? Où on va le mettre la personne? Peut-être qu'on n'aime pas la nourriture, ou peut-être on essaie de rejoindre son avocat pas capable, etc. So, c'est beaucoup de gestion des petites choses qui se passent en day-to-day, puis beaucoup de gestion des nouvelles personnes. Parce que des personnes que ça fait longtemps, ils savent comment ça fonctionne. Des nouvelles personnes qui rentrent, ils ont besoin d'être orientés, je pense, puis de façon positive. Là, quand je dis orienté, c'est juste de dire, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Si tu as besoin de ça, demande ça ici. Si tu as besoin de médicaux, demande au service médical. Est-ce que tu fais du one-on-one? Tu Oui. avec eux À l'arrivée, on fait un one-on-one juste pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de malentendu avant d'arriver. Okay. C'est vraiment l'important. Je pense que si on traite les gens humainement, puis dans la mesure que tout est humainement, c'est toujours, mais dans le sens, dans la mesure du possible, on essaie d'avoir un dialogue. Le meilleur qui est le dialogue, le meilleur que c'est quand les choses vont moins bien, c'est facile de négocier la situation ou, disons, désescalader la situation. Si on part avec un mauvais dialogue et un manque de respect ou traiter les gens de façon moins qu'ils méritent, disons, après, c'est tout le monde qui doivent s'occuper des conséquences et dealer avec les conséquences. So. Tu avais parlé de gestion de risque. Ça ressemble à quoi le processus? Comment tu gères le risque? C'est quoi les éléments? C'est quoi? Sans nécessairement rentrer dans tous les détails, parce que je ne sais pas quels détails on peut partager toujours publiquement, malgré que la plupart des choses sont publiques, c'est sur les sites du gouvernement. C'est de voir quand il y a une nouvelle personne, quel est le type de personnalité qu'ils ont, quel est leur historique, gang, pas gang, santé mentale, pas santé mentale, etc. Donc, c'est ça, la gestion du risque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Où qu'on va les mettre? Comment qu'on peut les encadrer? Est-ce que tu réussis à avoir de la compassion avec ce type de clientèle? Je pense que oui, parce que, tu sais, quand encore je dis, il faut faire attention des détails, pour ne pas partager des choses, disons, confidentielles ou des informations personnelles des gens, etc. Oui. Par contre, je pense qu'il y a une méconnaissance ou une mauvaise
compréhension des gens qui sont dans des centres de détention en général. Je pense que les gens regardent beaucoup de films qui pensent que tous les gens qui sont criminalisés, c'est des gens qui font des crimes pour avoir des grosses voitures, Mercedes, des gros chars, des millions, puis sont riches. Alors que probablement dans les 80 à plus 90% des gens qui sont dans des centres de détention, prisons, etc., c'est des gens qui sont mésadaptés socialement. Soit qui ont des problèmes de drogue, soit qui ont vécu de la violence quand ils étaient jeunes, soit qui étaient peut-être dans un programme genre DPJ, etc. La compassion, quand on parle de compassion, on peut pas nécessairement... Ça veut pas dire que j'accepte ou que je pense que c'est normal ce qu'ils ont fait dans certains cas. Dans beaucoup de cas, c'est mineur. Dans les cas que c'est pas mineur, c'est plus dans le sens de dire je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il mène là. Présentement, en tant qu'individu, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire que je dois penser que cette personne-là, je l'inviterai à mon domicile. Mais je dois me dire, présentement, il est ici, il fonctionne, il ne blesse pas les gens, on travaille, on se parle d'affect-respect. C'est dans la mesure où on est capable de continuer comme ça, je ne peux pas juger le passé. Parce que peut-être si j'avais été élevé dans une situation similaire, peut-être si j'avais eu, je ne sais pas, la situation, comme quand on parle de gens qui ont de la dépression chronique, etc., qui ont commencé de la drogue, qui ont commencé ça. Peut-être que je serais dans la même situation que lui. J'aime ça quand tu penses à ça. Oui, c'est vraiment une belle façon de penser. C'est ça. Dans le fond, il a peut-être fait quelque chose qu'il n'y a aucune façon que je pourrais accepter ça. Par contre, je ne sais pas ce qui l'a mené à ça. Donc, je ne peux pas la recommencer en disant, tu as fait ça, donc tu es ça. C'est vraiment ça, là, je pense, la compassion. Oui, c'est vraiment ça. Puis, est-ce qu'il y a des situations, sans bien sûr rentrer dans les détails privés, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment comme déstabilisé dans ton environnement? Je dirais que la situation qui m'a marqué le plus, c'est une des situations les plus banales. Puis je ne veux pas nécessairement dire qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, parce que, tu sais, étant donné que je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'on peut partager ou pas sur un forum public. Par contre, la situation qui m'a dérangé le plus, c'est quand j'ai commencé et j'avais moins d'expérience. Quand on commence, puis ça arrive beaucoup avec les gens, quand on commence, on veut comme prouver qu'on sait ce qu'on fait, puis on va prendre une décision, puis là, j'ai pas peur de la faire, puis on va faire quelque chose pour une situation. Puis il y avait une personne qui a fait quelque chose de mineur. Puis ça, c'est dans les débuts. Là. Début, ça fait 15 ans, et plus que je fais ça, 20 ans au total, mais 15 ans vraiment à l'endroit spécifique. Puis j'ai voulu faire comme... Juste à ma place de penser, comme pourquoi c'est rendu là. J'ai dit, ça va être ce qui va se passer, puis on va faire ça, etc. Tu vas subir cette conséquence-là parce que, dans le fond, j'ai le droit. Selon ça, j'ai le droit de faire cette conséquence-là, etc. Puis on est allé. Puis j'ai trouvé que l'impact que ça a eu était pas proportionnel. Puis aussi, j'ai eu honte de moi-même d'avoir dit, là, j'ai juste fait quelque chose. Puis je le sais parce que je pouvais. Pas parce que je me disais, en faisant ça, ça va améliorer la situation. Pas parce que je me disais, ça va être éducatif pour lui ou sécuritaire pour d'autres. Je me suis dit, il a fait ça, je peux faire ça. Puis après, j'ai eu honte. Je me suis dit, est-ce que tu veux être ce genre de personne-là? Puis ça, c'est, comme je vous dis, dans le premier mois, début. Là. Puis après ce moment-là, je me suis dit, plus jamais je vais prendre des décisions juste parce que je peux. Quand je vais prendre une décision, je vais la faire parce que je pense que la décision que je vais prendre va toujours avoir un impact positif, soit pour la personne, soit pour les autres autour, mais pas because 1 + 1 = 2. J'ai le droit de faire ça. That's amazing. Yeah. And I think je pense que ça, c'était autant que c'était mineur, là, c'était vraiment pas une grosse affaire qui s'est produite, mais je me suis senti cheap. Je me dis, quel genre de personne qui fait ça? C'est pas le genre de personne que moi je suis. Mais c'est super intéressant que tu as pris ça au vol au début. T'aurais pu être 10 ans de même. Effectivement, il y a peut-être des gens pour qui c'est plus difficile, parce qu'il y a des gens pour différentes raisons. Il y a des gens qui sont plus émotifs, il y a des gens qui ont des difficultés quand il y a une confrontation avec une personne, de laisser ça aller. Ça, je pense que c'est quelque chose que je suis en général capable de faire. Mais moi, je me suis pas senti bien là-dedans. Ça, c'est comme on parle de ça, puis c'était mineur. Il y a des choses plus grosses qui sont passées, puis ça m'a pas affecté parce que j'avais pas le choix. C'est la situation. Mais pour des petites choses, je me dis, pourquoi je fais ça? Est-ce que j'ai juste fait ça parce que je peux ou parce que je pensais qu'il y allait avoir quelque chose de positif? Est-ce que tu te poses tout le temps cette question? Je me pose toujours cette question-là. Ah, ouais. Maintenant, je me dis, est-ce que ça fait quelque chose que je fais ça? Puis si je fais quelque chose que je suis presque obligé de le faire dans la situation, je me dis, OK, mais c'est quoi le minimum que je peux faire dans cette situation-là? Parce que si je pense que ça n'a pas d'impact.
Faire des choses pour les faire des choses pour mettre des petits crochets puis dire, tu sais, I did it. J'aime pas ça. Quand je fais quelque chose, je veux qu'il y ait une raison que je le fasse, il faut que ça vaille la peine. Je pense que dans tout ce que je fais dans ce contexte-là, c'est comme ça. J'essaie de me dire, est-ce que does it make sense? Puis je pense que en général, quand on peut dans la vie, quand même qu'on a des conversations des fois difficiles ou des erreurs qu'on a faites ou etc., puis on dit, ben là, c'est déjà fait. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On essaie. Personne n'est parfait, mais on essaie. Je pense que il faut essayer puis pas garder notre... trop longtemps des affaires, mais là, il me dit ça, puis là, je suis fâché, puis là, je vais revenir, puis tu te poses... Je sais pas si tu te rappelles, tu as vu le film avec Edward Norton, American History X? Oui. Ouais, one of the most amazing movies. Traumatic. Puis justement, puis quand il va à l'hôpital, il parle à son professeur, puis lui dit, j'étais comme toi, j'étais tout le temps fâché, puis ça, puis il y a plein d'affaires qui se passaient. Puis à un moment donné, à un moment donné, je me suis arrêté, puis il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui m'a rendu comme plus heureux dans tout ça? J'ai le droit de faire ça, je fais ça, je vais te crier, etc. Je pense que c'est un peu ça, c'est que je me dis, OK, des fois, des situations qui sont intenses, des fois, je pourrais faire ça, je peux faire ça, mais je me dis, OK, mais même si je peux garder de fâcher tout le temps, ou etc., après la personne, etc., au travail ou à l'extérieur, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'en bout de ligne, moi, ma qualité de vie ou la qualité des gens autour de moi va s'améliorer? Puis ça, je pense que c'est quand on peut, parce que c'est des émotions, on a toujours des émotions, il faut revenir à ça. Parce que des fois, tu te fâches puis tu perds 2 fois. Tu as perdu quand la situation s'est produite parce que tu étais fâché puis ça t'a créé un stress. Puis là, tu gardes la haine après, plus tard. Je me demande pourquoi on fait ça. I don't know. I'm not a psychologist, but one thing is for sure, I think we have a lot of ego in it. Ouais. Et je pense qu'on apprête, puis ça c'est encore ma humble interprétation, on apprête beaucoup d'intentions aux gens, puis on se donne beaucoup d'importance. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est l'importance qu'on se donne. On pense qu'on est plus important qu'on l'est. Les gens ont des réactions, puis des fois que nous, on est comme, j'en reviens pas, qui me fait ça, mais ce que lui te fait, c'est un peu comme quand on parlait de la criminalité. Elle a peut-être quelque chose à voir avec comment he was raised. C'est peut-être balancement hormonal ou non. C'est plein d'interactions qu'il y a eu dans le passé qui n'ont rien avec toi. Peut-être qu'il a mal dormi. Absolument. Mais nous, on garde ça en dedans. Ou peut-être que lui pensait que moi, je pensais quelque chose, mais il a dit ça parce qu'il anticipait ma réaction. Puis là, nous, on dit, j'en reviens pas qu'il me fait ça. Pourquoi il me fait ça? Puis là, on garde ça, puis on garde ça, puis on garde ça. Puis en réalité, la seule personne qui parle, c'est nous-mêmes. Fait que c'est à quel moment tu vas nous dévoiler en ce moment que tu es un moine bouddhiste? My God. Non, mais blague à part, non, je pense qu'il y a quelque chose qui ça me faisait penser. Je fais ça systématiquement quand je conduis ma voiture. Ça, c'est un endroit où j'applique ça. De quoi? Quand quelqu'un me coupe. Ah oui. Quand quelqu'un me klaxonne. Oui. Quand quelqu'un est agressif avec moi. Oui. Quand quelqu'un me coupe, je le laisse passer. Oui, moi aussi. Puis même les passagers sont surpris de ma réaction parce que moi, je me dis, je sais rien de ce qui se passe dans la vie de cette personne. Elle pourrait être en train d'amener son enfant à l'hôpital. C'est vrai. Excellent. I don't know. Oui. It could be that he had a bad day. It could be that he was dumped. Oui. So, 99% of the time, I cut some people off. J'ai coupé du monde, puis j'ai jamais fait exprès. Oui, c'est vrai. Que je me dis, pourquoi que les autres feraient exprès? Pourquoi qu'ici, on utilise le klaxon comme un sacre? Oui. Tu sais, c'est comme... Je sais que tu m'entends sacré. Tu sais, un klaxon, là. Moi, une chose que j'avais remarqué ça quand j'étais en Asie, que les gens utilisent le klaxon comme un sonore. Pip, pip, pip. Ils se klaxonnent pour leur laisser savoir où ils sont nés. Parce que les gens ne checkent pas leur point mort. Smart. Fait que t'entends juste des bip bip bip. C'était comme un dauphin. C'est un good one. Un peu plus personnel. Oui. Le matin, tu te lèves. Oui. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce qui te motive? T'es-tu quelqu'un de positif le matin? Ou tu drag yourself out? Non, moi, je suis hyperactif. So drag is definitely not me. Non, la première chose qui me rend heureux le matin, c'est mes enfants se lèvent comme moi, genre à 5h45, 5h30, 6h. C'est la première chose que je vois en me levant, c'est mes garçons. Surtout le plus jeune, il réveille avec un sourire tout le temps. Nice. L'autre, il est peut-être un peu plus comme sa mère, ça il prend 2-3 secondes, s'assoit sur le sofa en silence, il attend... il prend un moment, mais l'autre, il se réveille. « Hey, papa! » Ça, je pense que c'est « that's what you live for », you know? Autant que, tu sais, j'aime les arts martiaux, j'aime ça, mais quand tu te réveilles tous les matins, puis tu vois un gros sourire, puis je suis content de te voir,
that's good. That's a good feeling. Après, tu te dis, si t'as une grosse journée au travail, t'es pas, I know what I'm doing it for. C'est ça qu'ils font. Nice. Écoute, ma femme, quand elle se lève, Ouais. elle est wired, je sais pas comment, mais elle est toujours de bonne humeur par défaut. Oui, des fois, elle est fatiguée, tout ça, mais elle se lève, elle est de bonne humeur par défaut. Elle va se lever, allô le chat, bonjour les enfants. Je suis comme, moi, je me lève, j'ai l'impression que camion de ciment qui m'a versé. Parce que, regarde, là, je me lève. Ça me prend presque une demi-heure, 1 heure de me mettre de bonne humeur. Le camion de ciment d'Audace Jiu-Jitsu. You smash so much, tu réveilles my neck, my back, my ribs. Non, mais même émotivement, she rubs off on me. Okay, tant mieux. Nice. Tant mieux. Parce que j'ai jamais eu l'optimisme, la positivité ancrée en moi. Là. Tu sais, ça a été travaillé, tout, OK, ça va bien aller, tout ça. C'est comme si je me suis convaincu que c'était mieux de se lever de bonne humeur, de s'amener à la bonne humeur que de rester marabout pendant jusqu'à midi, genre, tu sais. Ouais, parce que quand moi, je te vois alors que tu arrives à notre cours, tu es toujours de bonne humeur. So, I guess t'as fait ton heure avant d'arriver. C'est ça, so you're good. Je sais pas pour la bonne humeur, je sais pas si je suis de bonne humeur, mais je suis une personne relativement neutre, pas super excitée, pas super, tu sais. Excité, oui, mais parce que je suis genre hyperactif. Mais pas excité, genre, hey guys, how's it going? I'm super happy, tu sais. Non, je suis excité, hyperactif, plus que d'autres choses, mais. Je vais descendre un petit peu. Ouais, excuse-moi. Juste descendre, pour qu'on voit le visage. Parce que tu as un beau visage. Ah, merci. OK. On va toucher à ça juste pour rigoler un petit peu. On avait parlé brièvement, tu m'avais dit quelque chose au téléphone, tu m'avais dit, moi, l'organisation, j'ai dit, mais tu utilises-tu un agenda pour booker des choses? Tu m'as dit, if you only knew. If you only knew. So, I want to get into that. L'organisation, puis est-ce que... parle-moi-en d'abord. I'm a désastre. Je suis un désastre. Un désastre, là. Une chance qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui s'occupe de tout. Là. Ma femme, elle s'occupe de tout pour les enfants. Là, les tableaux, les agendas, les rendez-vous, les lunchs. Tu sais, je dis pas que je fais rien. Là. Je fais des tâches, mais je veux dire, de s'assurer que tout est bien fait, c'est elle. Parce que sinon... moi, je perds... je pense que peut-être Luciano te l'a déjà compté. Une fois, j'étais arrivé au gym avec 2 souliers différents. J'en ai même pas rendu compte. C'est lui qui a dit « Hey, tes souliers sont pas pareils. » J'ai fait « Oh, ça va. Wow. Mais attends une minute. Je peux voir où est-ce que ça peut créer des problèmes, mais ça te dérange pas? C'est quelque chose que toi, tu te dis « OK, je suis de même, puis that's it? » C'est drôle parce qu'il y a comme 2 choses là-dedans. J'aimerais ne pas être comme ça. J'aimerais ça ne pas oublier mes choses parce que quand je cherche les clés pendant 30 minutes à chaque fois, je suis frustré. C'était comme, je suis en retard, etc. Mais quand tu es un peu... écoute, dans notre temps, on sait comment c'était. Dans les années 80, on n'allait pas vérifier si on était TDAH ou pas. Je pense qu'il n'y a personne qui me connaît qui pense que je ne le suis pas. Mais j'ai jamais diagnostiqué. Mais je ne veux pas dire je connais pas tous les symptômes, etc. Mais quand tu es une personne hyperactive, perdue, pas capable de se concentrer, etc., un peu comme moi, c'est que des fois, tu es tellement perdu que, comme tu dis, est-ce que ça te dérange? C'est que tu t'en rends même pas compte à quel point que you're bad. Tout le monde te regarde, genre... Qu'est-ce qui se passe? Mais you're like, hey, c'est normal. Tu sais, je coupe la parole aux gens tout le temps sans faire exprès. Puis des fois, je me dis, OK, Alex, calme-toi. Parce que là, j'oublie les choses. Je coupe la parole. Puis là, tu vois, déjà, je commence à m'exciter de parler vite. Mais c'est mon style, mais c'est ça que tu fais que quand t'es comme ça, tu fais 3 choses en même temps. J'ouvre le tiroir pour prendre un ustensile, je mets mes clés dans le tiroir, je ferme le tiroir, je vais faire quelque chose, je cherche mes clés partout. Oh shit, sur le tiroir d'ustensiles. Mais c'était tellement excité, puis tellement de faire trop d'affaires en même temps que tu t'en rends même pas compte que t'es perdu jusqu'à temps que « Hey, where's my... J'ai pas acheté des affaires? Non. Ah, OK. Je vais aller à l'épicerie l'acheter encore. » Puis là, tu réalises « Oh merde, il était dans le garage depuis 3 jours, la nourriture que j'avais achetée que je pensais que j'ai jamais achetée. » Mais t'es quand même dans une position de job où tu as besoin d'être quand même organisé. Oui. Tu peux pas juste faire n'importe quoi à ton travail. 100%. Puis au contraire, je te dirais que... Puis encore sans... Je suis pas psychologue, etc., ceux qui analysent les gens qui ont des comportements comme ça. Mais mon impression, de moi, en tout cas de ma situation, c'est que le plus que la situation est intense, le plus facile que c'est pour moi de la gérer. Quand au travail, il y a 3-4 appels, 10 décisions, des affaires d'urgence, etc. qui arrivent, I think I'm the best guy for the job. Puis je dis pas ça. Do you zero in? Je peux tout faire en même temps. OK. Ou presque. Je veux dire, je dis pas ça. Je peux prendre une décision extrêmement rapidement. Je te parle, en tout cas, je pense, quand je parle aux gens, je leur dis quelque chose, je les regarde, puis je pense déjà à toutes les réponses possibles qu'ils vont me donner, puis qu'est-ce que je vais dire avant qu'ils...
avant que lui commence à parler, je suis déjà prêt, right? OK, mais parce que tu veux être prêt. Non, mais c'est juste parce que je suis pas capable de ralentir. My brain is like 100% all the time. So, ce qui fait que je suis 100% all the time fait que je perds toutes mes choses parce que je focus sur trop de choses en même temps. Mais quand j'arrive au travail et les situations sont intenses, je suis capable de toutes les gérer super vite. Got it. Mais si tu me ralentis, tu me dis « Hey, Alexandre, j'ai un gros projet. Tu vas m'écrire, je sais pas moi, 15 pages sur ça. Ça va prendre 2 semaines. No stress, assis-toi. » And I have the knowledge to do it because I've been doing this for more than 15 years. But I'm going to sit down and look at my paper and be... Excuse-moi, je switch en anglais. Je vais m'asseoir, regarder ma feuille et dire « Oh, je suis en train de mourir. » Je vais écrire 2 phrases. Là, puis je vais dire « Oh my God. » Je peux pas rester assis puis faire ça. Je suis incapable. C'est trop plate. Donc, tu as souffert à l'école. J'ai souffert d'une manière, oui. Effectivement. J'aimais l'école. J'adorais l'école. Mais je trouvais que c'était trop lent. C'est trop lent. Des fois, je me faisais mettre dehors de la classe, mais pas parce que j'ai jamais été impoli, pas parce que ils disaient hey, va dans le corridor, tu déranges tout le monde. Tu sais, chaque fois que mes parents ont dû parler aux réunions de parents, on dit Alexandre, il finit trop vite, puis il dérange tout le monde. Puis là, je suis pas capable de rester comme ça. Il faut que ça aille vite. Si ça va pas vite, I lose interest. I gotta leave. So, that's the greatness of Jiu-Jitsu. Everything is fast and there's 1,000 things to think about. Toujours en train de penser à 10 affaires. C'est ça que je pense que that's how it fait que c'est comme on est parti avec l'idée que tu n'étais pas organisé, mais ça se transforme à des qualités dans certains endroits de ta vie. Oui, puis je pense que de penser que... Tu sais, on va voir, les gens, on voit ça, exemple, avec des fois des enfants qui sont un certain niveau d'autisme, ils sont super bons en maths. Exemple. So, tous les traits de caractère ont un avantage et un inconvénient. Exact. Si tu es super émotionnel, peut-être tu es encore meilleur avec la compassion, you're loving, you're this. Mais quand quelque chose arrive, you're maybe on the ground. Tu es peut-être à terre en train de pleurer trop. Si tu es trop neutre, tu n'es peut-être pas capable d'aimer autant que l'autre qui est super émotionnel, mais tu as l'avantage d'être calme. Tu as beaucoup d'empathie, tu es un bon psychologue, mais tu amènes tes problèmes à la maison. C'est ça que c'est. Oui, je comprends ce que c'est. Oui, effectivement. Tu es extrêmement compétent parce que tu es capable d'aider la personne, tout ça, puis souvent, cette émotion-là backfire parce que tu rentres à la maison, puis c'est lourd. Puis là, tu as une dépression, puis là, tu n'es plus capable. Puis de l'autre côté, parce que moi, j'ai 2 enfants, puis les 2, on dit en blaguant, c'est que ma fille est sortie de l'utérus de ma femme avec, mettons, il y a juste 100 points d'empathie disponibles, puis elle les a toutes pris. OK. Puis mon gars, il est sorti après. So, it's just weird because they're very on completely opposite spectrums. Puis mon gars, il faut que je travaille son empathie. Puis ma fille, il faut que je travaille. Hey, prends pas ça sur tes épaules, là. Pas à cause que ton ami t'a dit ça que pendant 3 jours, t'es démoralisé. Tu sais, go tell her to aller prendre une marche, là. Ça t'appartient pas, là. Fait que, tu sais, il y a ça. Trying to fix everything, friendship, tu sais, elle est là. Puis mon gars, couldn't care if someone dies. C'est drôle que les deux enfants élevés pareil. Oui. Puis moi, ça me fascine. Au début, je pensais que ça était un problème. Puis maintenant, je suis fasciné parce que je me dis, je dois prendre un trait de caractère de qu'est-ce qu'il fait, puis de l'utiliser en exemple. Parce que ça, je ne l'ai pas. Fait que je me dis, I see. Not caring, c'est ça. And it's not that he doesn't care. It's that he's got une confiance inébranlable. OK. Puis c'est ça. Passes through like on s'en fout. Lui, peut-être il y a des choses qu'il travaille, mais je le sais pas. Je le découvre en ce moment. Et je découvre tranquillement. Là, je suis pas sûr de mon affaire. Là. Vraiment, vraiment, le garçon qui est le plus gros challenge que j'ai dans ma vie émotive, c'est mon gars qui me le donne. Je te jure. It's the hardest. 50% of everything I go through and I have to figure out, c'est à cause de mon gars. Which is good. Oui, it's good. Parce que ça me challenge. Je reste pas parké. Je suis comme, wow. Qu'est-ce que. Tu sais, comme genre, tu sais même pas quoi répondre. Il va faire quelque chose, tu vas faire comme, OK, je pensais avoir tout vu. C'est ça. Je te dirais qu'honnêtement, probablement pour la plupart des parents, les enfants, c'est la chose la plus dure qu'ils font dans leur vie. Tu sais, on s'entend que. Ça sort de nous. Tu sais, quand souvent, pour les pères, c'est les pères qui vont travailler. Puis les mères, au début, dans la première année, etc., ou plus longtemps, quand il y a part-time, whatever, dans les situations familiales, souvent, c'est les mères, ils restent avec les enfants tout le temps. Puis, tu me dis des fois, là, si moi, j'étais 24/7 avec les enfants, I think I would break down. Ah ben, 100%. Je pense qu'il y a une force incroyable parce qu'un enfant, c'est difficile, malgré que tu as tout l'amour du monde. Comme tu dis, qu'est-ce que je fais?
c'est-tu bon que je lui crie après ou pas? Si je crie pas après, il t'écoute pas. Si je crie après, il écoute pas plus parce qu'il se fâche. Là, attends, c'est quoi le juste milieu de rester calme, mais faire respecter les règles, mais pas trop lui faire de règles parce que tu veux qu'il s'épanouisse? I don't know. Je pense que c'est la chose la plus difficile de dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais quelque chose qui est C'est incroyable. Qui est bon? Ouais, je pense que ça, c'est le plus difficile. Oui, à 100%. To get into the other topic, I will let you choose which one qu'on fait en premier. Okay? C'est 2 catégories. Oui. Okay? Première catégorie, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, l'autodéfense. Oui. Okay? C'est catégorie 1. Puis on va les faire les 2. Oui. Mais tu me diras avec quoi tu veux commencer. Mm-hmm. Deuxième catégorie, j'ai demandé à nos collègues du Jiu-Jitsu de me donner des questions. Wow, ça leur tente de te poser. Ça reste anonyme. Ah, OK. Puis ça vient de notre club de Jiu-Jitsu. Puis lesquelles tu veux partir en premier? Il y a combien de questions? On peut jaser pendant 2 heures si tu veux. Wow, OK. OK, ben d'abord, on va commencer par l'autre parce que... Par self-defense. Oui, juste pour dire. Parfait. Ouais. OK. Fait que on va commencer par quand les gens entendent autodéfense. Mm-hmm. À ton avis, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Puis à quel point c'est loin de la réalité? Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un préjudice envers le mot autodéfense. Pour plusieurs raisons. Parce qu'autodéfense, c'est pas défini. Puis c'est ça un peu la problématique là-dedans, c'est que c'est pas défini en qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Si je te dis tu fais de la boxe, tu sais c'est quoi de la boxe. Si je te dis tu fais du jiu-jitsu, tu sais c'est quoi. Du karaté, etc., c'est très clair qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. L'autodéfense, c'est tout et rien, en réalité. Puis c'est ça la difficulté, c'est que quand on dit ça, on a des gens qui arrivent, exemple, je vais montrer de l'autodéfense. Là, ils te montrent des défenses contre des couteaux, des défenses contre des fusils, des battes de baseball, plein de... Ils montent une personne de, 140 livres contre une personne de 300. Ça marche tout le temps. Puis c'est ça la dynamique qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de certification, il n'y a pas de ceinture, disons, d'approbation en autodéfense. C'est un peu n'importe qui enseigne ce qu'ils veulent. Alors que dans la réalité, tout est de l'autodéfense quand on parle d'arts martiaux, de la boxe, c'est de l'autodéfense. Ouais. Du Muay Thai, c'est de l'autodéfense. Du Jiu-Jitsu, c'est de l'autodéfense. Tout ce qui fait que tu peux te défendre contre une situation, c'est de l'autodéfense. Mais quand on parle d'autodéfense, en réalité, ce qu'on parle, on parle de choses qui n'arrivent jamais à personne. Combien de gens se font mettre des fusils dans le visage puis essaient même de l'enlever? Une personne par million? T'sais, un coup de couteau, combien de personnes bloquent des coups de couteau? Une personne par 700 000? Je sais pas, là, mais... Jamais entendu parler. Exactement. Moi, je connais personne. Ouais. Tu es probablement dans une gang ou dans une prison où les chances arrivent, c'est nul. Puis quand ça arrive, probablement que tu dormais puis on t'a poignardé ou tu étais de dos puis on t'a poignardé. Il n'y a pas de face-to-face avec des couteaux. Mm-hmm. Pourtant, chaque fois qu'on parle de défense, tout le monde, la première chose qu'il pense, c'est ça. Knife defense, gun, je te désarme ton gun comme ça. T'as échappé ton gun, tu m'as jamais tiré. On pense à Steven Seagal qui ouvre une petite lame dans sa carte de crédit, coupe ta gorge, tu sais. Moi, quand je parle de ça, je pense pas de ça. Moi, je pense, à cause qu'on parle pas d'arts martiaux purs, donc jiu-jitsu, MMA, etc., des choses qui sont très définies, quand je parle d'autodéfense, c'est qu'est-ce qu'une personne... Je vais reculer en arrière, je vais dire pourquoi je suis venu à cette conclusion-là, puis après, je vais vous dire. J'ai fait des arts martiaux pendant peut-être... Là, je suis rendu à peut-être ma 25e année. Là. J'ai commencé quand j'ai 10 ans, je suis rendu à 42. Donc, peux-tu donner un peu les arts martiaux? J'ai fait du Wing Chun, kickboxing, boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Mm-hmm. Du striking, disons les... Wing Chun 18 à peut-être 26, on va dire, là, 27. Peut-être les 9 premières années, puis après, exclusivement du Jiu-Jitsu. Puis pourquoi j'ai commencé à penser plus à l'autodéfense? À cause du travail, tu peux pas juste arriver puis frapper des gens. En général, on essaie de contrôler des gens de façon à l'intérieur des règlements puis des programmes puis les politiques des organismes. Mais aussi parce que c'est pas réaliste de toujours dire si quelqu'un me pousse, je vais lui donner un coup de coude dans le visage puis un coup de genou. Tu sais, à un moment donné, il faut rester raisonnable avec notre réponse à l'agression. Parce que l'agression, c'est pas toujours... même, non seulement c'est pas toujours, c'est extrêmement rarement des batailles à la mort. Là. Quelqu'un, là, qui a une bagarre dans un bar, dans un travail pour un policier, la plupart des interactions avec un policier, puis c'est là que je vais venir à l'autodéfense, probablement dans les 90% d'interactions d'un policier, c'est une personne résistante active. C'est une personne qui ne veut pas
se faire arrêter, qui veulent courir, c'est pas des gens qui sortent des couteaux qui te tirent, qui ne peuvent pas garder ou qui sortent des armes qui tirent. Ça l'arrive. C'est pour ça que les policiers ont des armes. Mais la plupart du temps, c'est même pas du hand-to-hand, let's go, il va. C'est le gars, il veut te pousser, courir, te plaquer au sol, s'en aller. Il veut juste make an example of you. Essaye de pouvoir me menotter. Il veut pas. Ça, c'est la vraie réalité de la plupart des interactions qui est probablement plus élevée que 90%. Que c'est ça. C'est une personne qui refuse d'obtempérer. Donc, si on parle d'autodéfense pour la personne moyenne, les gens ne savent pas boxer dans la rue. Si quelque chose arrive dans la rue, tu ne vas pas boxer avec une personne. Ils ne savent pas boxer, les gens contre qui ils battent. Puis que si tu es un policier ou telle chose, la plupart du temps, les gens ne vont pas plus te boxer. Parce que si tu es un policier, tu peux le pepper spray. Tu n'as pas besoin de te battre. Sur la majorité du contrôle puis de l'autodéfense qu'une personne moyenne a besoin, c'est du contrôle articulaire, du contrôle du corps, quelque chose qui ressemblerait à de la lutte, du judo, du jiu-jitsu. Parce que tu ne vas pas donner des coups de genoux ou des coups de coude à des gens pour une personne moyenne. Si tu es un bagarreur puis tu passes ton temps dans des bars à te bagarrer, tu fais ce que tu veux. Mais toi, propriétaire d'une business, là, tu ne vas pas dans la rue donner des coups de genoux, des coups de poing, des coups de coude dans le visage des gens. 100%. C'est la raison pourquoi maintenant, pourquoi je parle de ça avant de l'autodéfense, c'est que je fais beaucoup de jiu-jitsu, beaucoup d'arts martiaux, puis j'ai eu mon premier garçon juste avant le COVID. Il y avait 1 an quand ça a commencé après. À peu près, là, peut-être en 2018, ou peut-être 1 an et demi, 2 ans. Là, on a arrêté de s'entraîner pendant un moment. On n'a plus le droit de s'entraîner. Bad times. Hard times. Mais ça a fait que j'ai pu être autant au gym. Comme avant, j'étais compétitif dans le tapis tout le temps, 6 jours semaine, trop peut-être, mais beaucoup. Puis là, tu fais toutes les petites affaires que tu as besoin, toutes les techniques, toutes les comptes, toutes les choses comme ça. Après le COVID arrêté, j'ai eu mon 2e garçon. Celui-là encore, à cause de raisons familiales, j'ai commencé à venir moins souvent, une journée semaine, des fois 2, etc. J'ai toujours continué à enseigner, mais c'est difficile de devenir comme steady, puis encore moins de compétitionner après avec des enfants de 2 ans, 3 ans. Ça devient dur de donner ton temps. C'est soit ta famille, soit le gym. À un moment donné, il faut faire un choix, ce qui est plus important. Ça a été un peu plus de temps avec la famille. Puis là, je me suis posé la question. Quand je revenais, à chaque fois que je revenais, j'ai 20 ans derrière moi, on va dire, à peu près, là. J'étais quand même beaucoup plus bon que la moyenne, puis plus que la moyenne, disons que la majorité des gens qui en font, parce que de l'expérience. I confirm. Oui, merci. Je disais ça humblement, mais quand même. Mais je réalisais, attends une minute, ce que je pouvais faire extrêmement facilement avant, puis faire n'importe quel move, tu sais, n'importe quelle technique qui me tente, parce qu'aujourd'hui, ça me tente de faire ça 25 fois. J'ai peut-être plus la capacité de les faire. Il fallait que je me dise, OK, mais là, il va falloir que je fasse les choses qui sont les plus simples et plus efficaces parce que j'ai pas 15 heures, 20 heures, 30 heures semaine à mettre dans perfectionner plein de détails incroyablement compliqués. Le 3e compte de si je fais ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça, puis on y va sans arrêt. Puis c'est ça qui m'a un peu amené à penser à l'autodéfense. Puis là, je vais vous dire pourquoi. C'est que je me suis dit, si moi, en tant que quote-unquote expert, là, sans vouloir dire ça, mais personne qui a fait ça pendant 20 ans, ça s'appelle un expert. Oui, mais sans nécessairement dire ça comme me qualifier autoproclamé expert. En tant que personne... Attends, je vais l'autoproclamer. Tu vois, c'est pas lui. Merci. Mais en tant que personne passionnée qui fait ça tout le temps, qui regardait des vidéos tout le temps, qui essayait d'approfondir au maximum mes connaissances dans les arts martiaux en général, je réalise qu'avec une perte d'intensité d'entraînement, puis j'ai quand même une force, pas bien quand même, je suis de la misère à être aussi efficace que je l'étais. Qu'est-ce que ça veut dire pour une personne moyenne qui n'est pas un athlète, qui n'est pas une personne qui a fait 20 ans, qui n'est pas une personne qui est passionnée, qui veut juste savoir se défendre sans aller passer 4 jours semaine dans un cours de MMA. Il faut qu'ils se disent, moi je me suis dit, qu'est-ce qui serait le minimum important à savoir pour une personne normale, pas la plus forte, pas la plus faible, pas une personne moyenne qui dit, moi, je veux apprendre à me défendre. Je suis prête à mettre peut-être, je sais pas moi, 2, 3 pratiques par mois, peut-être même pas. Peut-être je veux venir là, 1 fois aux 6 mois, 3 heures, puis apprendre quelque chose,
puis dire « Hey, si quelqu'un me tient en bear hug, je fais quoi? Si quelqu'un il me prend la tête comme ça, parce qu'une personne dans la vraie vie, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont faire des techniques dans un combat de MMA organisé, les gens vont dire c'est n'importe quoi ça. Mais les personnes moyennes ne savent pas c'est quoi la bonne chose à faire. Soit ils vont te pousser, ils vont tenir la tête, ils vont faire des choses simples. Ils vont peut-être tourner le poignet comme ça, puis la personne moyenne va être comme je sais pas comment sortir. Personne qui s'entraîne tous les jours va dire mais voyons donc c'est facile. Mais là, je me suis dit, c'est pour ça que je suis venu à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'une personne moyenne doit apprendre au minimum pour fonctionner, puis pour être sensibilisé à l'importance de savoir se défendre, pas nécessairement juste pour l'objectif de savoir se défendre, parce que dans la vraie vie, là, moi, j'ai fait de la formation toute ma vie, puis je me suis battu plein de fois dans le gym des milliers de rounds. J'ai fait un petit peu de MMA, du Muay Thai, des kickboxing. J'ai fait comme 6 ou 7 combats. J'ai fait du Wing Chun. J'ai fait ça. J'ai eu beaucoup d'interactions, puis au travail, etc. J'ai eu beaucoup d'interactions physiques avec les gens. Puis dans la vraie vie, là, combien de fois je me suis battu? 0. Imagine une personne que ça l'intéresse vraiment pas de se battre. Il va probablement jamais se battre de la vie. Comment convaincre une personne que ça vaut la peine de faire ça? Moi, ce que je pense, c'est que le bénéfice puis la beauté de savoir le minimum, puis de l'essayer avec un peu de résistance. Je parle pas d'être obligé d'aller faire des combats de main puis de faire du jiu-jitsu tout le temps. Moi, je dirais à tout le monde, faites du jiu-jitsu tout le temps, parce que moi, je suis passionné. Je dirais à tous les parents, la meilleure chose que vous pouvez faire, inscrivez vos enfants au jiu-jitsu. Mais disons pour une personne moyenne qui n'est pas intéressée à passer ses heures et des heures et des heures là-bas, de venir de temps en temps, même une fois par année, ou même une fois dans ta vie, de te mettre, on va faire des techniques, on va faire des situations, là, puis là, je vais forcer toutes mes forces. Je ne vais pas essayer de te battre avec mon jiu-jitsu, je vais juste forcer toutes mes forces, je try to get out of it. Puis là, ce qui arrive, c'est que, tu deviens un peu plus humble, parce qu'il y a des gens qui pensent, moi, je sortirais de n'importe quoi, je fais, try. On va voir ce qui va arriver, try for real, right? Ouais. Puis 2, aussi à l'inverse, la personne qui se disait, je ne serais jamais capable de me défendre, puis qui arrive là, ils disent, attends, j'ai peut-être pas gagné dans le sens que j'ai fait une soumission dans l'idée qu'on a du jiu-jitsu. Mais la personne me donne toutes ses forces, puis j'ai été au moins capable de me retirer, puis au pire, je cours. Mais au moins, j'ai vécu une adversité, j'ai vécu une situation difficile, puis j'ai réussi à avoir assez de confiance pour me sortir de ça. Puis après, quand tu as une discussion avec quelqu'un qui devient intense, tu n'as pas besoin de te battre. Par contre, tu parles pas en disant « Oh my God, des coups qu'elle m'a grippe, des coups qu'elle fait ça. » Puis là, tu stresses, puis là, tu commences à bégayer. Tu commences ça. Puis là, la personne qui te voit manquer de confiance, là, abuse de plus en plus de toi parce qu'elle sait que tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, tu te dis « Hey, if something happens, I'm good. Je sais ce que je dois faire. » Mais tu peux parler avec confiance. Puis là, la chance que tu te battes va diminuer peut-être de 70% ou whatever. Les gens veulent se battre quand ils pensent qu'ils vont t'avoir facilement. Personne ne veut avoir une bataille intense, à moins que tu aies des problèmes, tu te battes pour rien. Mais une personne en général qui commence à te pousser de ça, c'est parce qu'elle pense que tu ne vas rien faire. Elle pense que tu ne seras pas te défendre. Ça, c'est vraiment ça, ma passion quand on parle d'autodéfense, c'est pas des knives, des affaires. C'est de dire, aller voir des gens, surtout des gens qui ont, soit des policiers, des gens qui en ont besoin dans leur travail, ou des gens qui n'ont pas le temps de prendre un cours complet. Parce que moi, je donne des cours au jiu-jitsu. Puis tous les gens qui viennent au jiu-jitsu, I love it. J'aime ça leur enseigner à des gens qui sont bons, puis parler de détails extrêmement complexes. J'adore ça. What about toutes les autres? Tous les autres gens qui n'ont pas le temps de faire ça, qui n'ont pas envie de se battre tous les jours d'avoir des gens qui sont sur eux. Mais who reaches them? Parce que je pense que maintenant, ça n'existe pas. C'est que tu as soit des cours réalistes, MMA, jiu-jitsu, judo, lutte, muay thai, boxe, whatever, des choses qu'on se bat, karaté, etc. Tu sais, des choses que, on se bat. Ou on va faire un cours d'autodéfense pour femmes, puis là, le gars, si le gars arrive, tu lui mets les 2 doigts dans les yeux, puis tu fais... Puis c'est ça que les gens, ils croient plus à l'autodéfense parce que c'est des choses qui n'arrivent pas pour vrai. C'est des choses qui ne fonctionnent pas, puis c'est là le négatif de l'autodéfense. Moi, je pense que l'autodéfense, c'est prendre les choses les plus simples à la base qui existent dans la lutte, les choses que tu n'as pas besoin de pratiquer 400 fois de suite, 10 000 fois de suite. Les concepts de base expliquent comment on brise la posture d'une personne, comment on réduit la mobilité d'une personne, comment on désaxe une personne. Plus que, si tu prends son bras exactement de cette façon-là, tu pousses sa tête, tu spins, tu mets ta main au sol, ça devient trop pour les gens. Exact. Puis ça décourage les gens qui veulent juste... Moi, je veux juste me défendre.
puis en même temps, de vendre le rêve aux gens que « Ah, moi, je suis 5 pieds 2, 100 livres. S'il y a une personne de 6 pieds 7, je vais lui donner un coup dans les yeux, puis un petit coup de genou là, puis il va complètement abandonner. » Ça, c'est malhonnête. Puis ça, c'est pas moi non plus. Moi, tu me connais, là, si tu viens à mes cours souvent, ma meilleure analogie de tout ce qui est arts martiaux, autodéfense, combat, c'est quand on regarde le poker. J'en parle souvent dans mon cours. Quand on regarde le poker, on a des pourcentages à l'écran, puis à mesure que les cartes sortent, les pourcentages changent. Ah, maintenant, c'est un pourcentage, 70-30, 20, 80-20, etc. Puis pour moi, ça, c'est l'autodéfense. Peut-être, moi, je suis super fort. En théorie, toi, tu as une force. Moi, je suis 20 plus fort. Ben, c'est peut-être, je suis 20 plus de chances de gagner. Mais là, moi, en plus, je suis moins fort, mais moi, je sais comment te désaxer. Ah, ça vient peut-être d'être égal. Ben, en plus, je connais une soumission, peut-être. Ah, ça devient plus égal. En plus, peut-être, je panique pas dans l'adversité. Ah, je vais ça. Parce qu'il y a une partie qui est mentale, une partie physique, dont tu as de l'agilité naturelle, puis il y a une partie technique. Mais le mental aussi est bon parce qu'il y a des gens qui performent très bien quand il n'y a pas de pression. Puis quand il y a de la pression, nothing. Il y a des gens qui sont pas très bons, ben, tu sais, je ne veux pas dire pas très bons, mais dans le sens qu'ils sont pas les plus techniques, pas les plus forts, pas les plus ça. Mais l'adversité et la difficulté, ça leur fait rien. Peu importe ce qui arrive, ils n'abandonnent jamais. Puis souvent, ils performent mieux à la fin. Si tu réalises que dans une situation réaliste, il y a comme un triangle, puis il y a la partie psychologique, aptitude physique, puis la partie technique. Puis ils sont égales. C'est un triangle comme équilatéral en maths. Là. Ouais. C'est égal. Une personne extrêmement forte, c'est pas vrai, ah, moi j'ai un peu de technique, j'ai fait 6 mois, je vais te battre parce que moi je connais. Non, il est trop fort pour toi. Mais s'il est un peu plus fort, puis tu as de la technique, tu vas le battre. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour monter les probabilités que je vais gagner. C'est pas de dire aux gens, si tu connais cette technique-là, tu vas battre n'importe qui dans le monde. That's not true. Mais si je suis un peu fort, peut-être je fais un peu au gym, peut-être je me tiens un peu athlète, je connais des techniques, j'ai vécu de l'adversité, alors je panique pas. Mais là, peut-être cette personne-là qui était là par rapport à moi à 70-30, on est peut-être à 50-50. Ou peut-être qu'on est à 60-40. Mais j'aime mieux à prendre un peu de technique pour monter à 60-40 de chances de battre ce gars-là que d'être ici and just say, what do you want me to do? He's stronger. Je vais mettre les chances de mon côté en mettant toutes les petites chances. Puis si je peux passer mes journées à 90-10 avec la population normale, go ahead, I mean, I saw this situation 10,000 times. I'm not worried. Mais c'est ça en réalité. C'est comment qu'on peut donner la confiance réaliste aux gens, te dire, hey, ça va t'aider si tu fais ça. Ça ne veut pas dire que tu vas être capable de faire ça à n'importe qui. Ce gars, il est 300 livres, tu pèses 110. Good luck, maybe you should run. But, tu peux rattraper un peu de force là. Tu peux apporter de la vitesse. Et fais ça avant que lui fasse ça. And give yourself an edge. And give yourself help. De la confiance aussi. C'est un peu ça ma vision de l'autodéfense. You know what is very interesting? Is I had j'avais 7 questions. OK. Puis je les lis, puis je pense que tu as toutes répondu. Good. On va faire semblant que tu ne les as pas donné d'avance. C'est ça. Non, j'avais aucune idée. C'est quoi tes questions? Amazing. Tu veux que je les lise? Vas-y. Tu les as presque toutes répondues. Pourquoi, selon toi, certaines personnes pensent que le self-defense, c'est du fake? Quels arts martiaux donnent, selon toi, une fausse impression de sécurité dans les situations de self-defense? On n'y a pas touché, mais... Est-ce que les sports de combat préparent mieux à une vraie bagarre que les arts martiaux traditionnels? C'est intéressant, ça. Je vais vous dire que moi, je pense que oui. Pas parce que j'ai rien contre les arts martiaux traditionnels, parce que j'adore les autres. Tu sais, comme exemple, du judo, c'est un art martial, je pense, traditionnel, puis c'est un super sport. Le judo, moi, je considère le judo comme un sport de combat, honnêtement. Là. Peut-être pas exactement comme le MMA, mais c'est un sport qui a beaucoup de confrontations. Ouais. Puis la raison que je pense, justement, que... les sports de combat préparent mieux, c'est pas nécessairement les techniques. Je pense que ça prépare mieux à cause de l'adversité, puis de la pression, puis de la réponse à la pression, puis un peu quand on parlait de psychologique, puis de tout ça, puis de la compréhension de la réaction de l'autre. Si je fais un sport, un art martial traditionnel où je ne me bats pas, on fait juste des techniques, on fait juste des choses comme ça, you don't know what it is to get hit. 100%. Je vais donner un exemple d'un combat de kickboxing que j'ai eu. J'ai eu un combat de kickboxing, peut-être mon 3 ou 4e, contre un... J'oublie son nom. Il était très sympathique. Il était un bon boxeur. Je pense qu'il avait gagné les Grands Dorés, etc. Moi, ça faisait peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je fais du kickboxing, peut-être 2.
So, j'étais bon avec mes jambes, parce que j'avais fait aussi du Wing Chun avant, etc. Puis naturellement, j'ai toujours été flexible, puis j'ai toujours été fort dans les jambes. So, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais côté boxe, il me massait. C'était gênant un peu. Là. Il me faisait des « Oh, boum! » Tu sais, comme à la télé, je suis comme « Oh my God, il arrête pas de me frapper. Qu'est-ce que je vais faire? » C'est ça que je me disais « Qu'est-ce que je vais faire? » Puis j'étais même allé dans mon coin, puis mon coach a dit « Hey, lâche pas, de ça. » Puis il n'y a pas vraiment de solution. Puis là, je me dis « Sais-tu quoi, Alex? J'ai aucune façon de le battre présentement. So, all I'm gonna do, c'est à chaque fois que je le vois bouger, essayer de me frapper, je vais rentrer à 100% un kick, puis je vais prendre son punch en même temps. Au peut-être 2 ou 3e coup de pied, je pense que je lui ai cassé une côte. Parce que je sais qu'après, je pense qu'il est peut-être allé à l'hôpital, etc. Parce que je pense son tympan, etc. Mais je pense que je lui ai cassé les côtes parce qu'au 3e, il m'a pu donner un coup de poing du match. C'était fini. Il bougeait plus, il était comme ça. Puis la raison que je dis ça, puisque l'on parle de sport de combat, c'est qu'avant que tu me reçois un coup qui te casse les côtes ou qui te fait tellement mal que tu n'as plus envie de te battre, you don't know what it is. So, tu peux partir comme tu veux 1 million de fois des techniques, 1000 fois au ralenti, mon partner, tu vas devenir meilleur techniquement. Mais si je te donne un coup, puis là, tu n'entends plus rien, tes oreilles te scillent, tu as le goût de vomir à cause de te manger un coup dans le foie, you're like, oh wow, this is not the same. Mais tu avais dit ça à un moment donné, tu m'avais dit, c'est un bon point à amener, que beaucoup de parents amènent leurs enfants pour la discipline. Oui. Mais toi, tu avais une autre complètement vision par rapport complètement. À ça. Moi, je pense que la discipline dans les arts martiaux est tellement overrated. Overrated. Moi, je pense que quand tu me disais que ta femme était, je pense qu'elle est professeure, c'est ça? Oui. OK. So, ta femme, pour devenir professeure, elle a eu minimum un bac, des fois plus, les gens, des fois, ont une maîtrise, etc. So, elle a fait tout ça. Elle a ça. Quand les enfants sont à garderie, il y a des gens en CPE, ils ont des techniques pour les enfants, comment les gérer, etc. Oui. Puis en plus, autant ta femme, puis que les professeurs, que les gens en garderie, en plus sont encadrés, exemple, par le ministère de l'Éducation, etc. Ils ont toute une équipe de personnes qui, à temps plein, leur job, c'est s'assurer que les enfants puis fonctionnent bien. Oui. Moi, entre moi puis la garderie, mon enfant, où qui écoute le plus, tu penses? C'est pas chez nous. Chez nous, elle reste assis pendant que tu manges. À la garderie, OK, tout le monde est en rang, ils chantent des chansons. They're pros. Ouais, c'est leur they're job. pros, they're full-time. Puis je dis pas que le système est gratuit, c'est pas est parfait, je veux dire, c'est pas le système d'éducation, c'est pas ça, c'est que c'est des professionnels à travailler. Je vais te faire une parenthèse. Oui. Ma femme, quand qu'elle enseigne, elle est en première année. Elle me dit systématiquement que le premier mois, elle n'enseigne rien. Elle instaure une discipline. Elle instaure des systèmes pour qu'après, elle puisse enseigner. Oui. So, there you go. Puis, ça, je ne le savais même pas. Puis mais malgré ça, je comprends ça, puis ça me surprend pas parce que tu vois les enfants à l'école puis à la maison, ils sont pas pareils. Puis des fois, tes enfants t'en parlé, puis je dis, wow, they know what they're doing. Clearly know what they're doing. Les gens en CPA, tout ça, je les trouve incroyables. Puis en plus d'être capable d'être là avec 10 enfants toute la journée, toute l'année, they're amazing. 100%. Tout ça pour dire, ma raison pourquoi je pense que le jiu-jitsu, puis les arts martiaux, puis la boxe, etc., je sais pas pourquoi les gens pensent ça. Je pense que c'est ce qu'on le dit aux parents parce que c'est ça qu'eux ont le goût d'entendre. C'est pour la discipline. Je dis pas que ça n'en fait pas. Ça en fait, c'est sûr. Mais ils font déjà ça à l'école. Ils se mettent déjà en rang à l'école. Ils sont en silence à l'école. Ils se mettent en ligne à garderie à 3 ans pour manger, mettre leur assiette. Hey, je suis pas capable de mettre mon enfant en assiette dans la poubelle à 3 ans, à 2 ans. En tout cas, 3 ans, il commence, là, mais je veux dire, 1 an et demi, 2 ans, il le faisait déjà à garderie. Là. À la maison, quand ça y tombe. So, le jiu-jitsu puis les arts martiaux, surtout les arts martiaux, je vais dire du jiu-jitsu, mais ça peut être jiu-jitsu, lutte, judo, karaté, etc. Ça dépend toujours de c'est quoi le type d'école que tu as. So, c'est une école où les personnes ont de l'adversité. C'est ça qui est important pour les enfants. Parce que la plupart des enfants, là, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui devient dur, t'es quit. S'ils n'ont pas des bonnes notes, ils n'aiment plus l'école parce que ça les déprime de part des bonnes notes, parce qu'on se dit si tu as des bonnes notes, tu es intelligent, bravo, etc. Si tu n'en as pas, tu n'es pas bon. So, qu'est-ce qu'on faisait à nos enfants tout le temps? Hey, build his confidence. Hey, you're amazing, you're amazing, you're amazing. Mais dire à une personne, t'es bon, t'es capable, t'es que ça, c'est correct. Je dis pas que c'est pas correct. Par contre, c'est que c'est un peu un faux sentiment de... C'est pas une vraie confiance. L'enfant, il dit, OK, ma mère m'a dit que je suis bon. Mais là, il se retourne de bord, puis il coule ses examens. Il se retourne de bord, puis les enfants le bully. Il se retourne de bord. By the way, tu peux plus couler d'examen en ce moment. Ouais. That's another point. C'est pour ça que je dis, je vais pas dire si c'est bon ou pas. Je vais juste dire,
les gens sont bons. Ouais. En gros, il y a partout des... Tu sais, on peut dire ce qu'on veut à l'enfant, à moins, avant que lui prenne en charge sa confiance. Il va jamais vraiment y croire. Parce que la première chose qui va arriver, sa confiance va être détruite. Je peux dire tout le temps que tu es le meilleur, mais si après je me retourne d'abord, puis à chaque fois j'ai des résultats qui sont pas bons, ça sert à rien que tu me dises que je suis le meilleur. Mais si j'arrive justement dans une formation, un sport de combat, c'est que ça te challenge psychologiquement. Tu perds, tu perds, tu perds, tu perds. Tu perds moins, un peu moins. Tu gagnes, tu perds moins, gagne. Là, t'es comme, oh, wow. I passed through all this and now I'm winning. Et là, j'y crois. Parce que c'est pas juste, j'ai eu un examen, j'ai une mauvaise note. J'avais un genou dans le visage. Je me fais suer dessus. Je me suis fait mal. J'ai pleuré. Je me suis relevé. J'ai pas abandonné. Je me suis inscrit à mon premier tournoi. J'ai perdu. Deuxième, j'ai perdu. Troisième, j'ai perdu. Oh, quatrième, j'ai fini deuxième. Là, tu commences à dire, hey, c'est pas juste mon parent qui me dit ou n'importe qui me dit bravo, mais je parle tout le temps. C'est j'ai travaillé, puis perdu. Puis la meilleure chose pour une personne, c'est de perdre. Les gens qui gagnent tout le temps, à un moment donné, ils perdent puis ils s'en remettent pas. Si tu perds tout le temps, puis tu commences à gagner, puis une journée, tu perds, you're like, wow. Just add it to the style. C'est ajouter. Just another one, who cares? I'm going back. I'm not quitting. Puis tu vois la mentalité des gens quand ils rentrent. Il y a des gens qui rentrent faire un art martial difficile, comme encore jiu-jitsu. Moi, je vais dire jiu-jitsu because I love it, mais j'essaie d'être comme assez neutre. Judo, wrestling, anything that's hard. Hey, j'étais à l'école justement pour un séminaire avec Jacques, puis j'ai regardé leur cours. And it was hard. Parce que là, Jacques, évidemment, peut-être pas tous les auditeurs, avec au karaté de Jacques Dupont. J'ai dit, Jacques, j'ai été surpris à quel point tu drillais tes gens fort. So, naturellement, à cause que je fais du grappling, je dis toujours judo, wrestling, jiu-jitsu, because c'est des sports, beaucoup de contact. Mais j'étais à son école de karaté, et j'ai dit, my God, I was burnt looking at them. Ils ont fait 1h30 sans arrêt, genre bang, bang, bang. Puis après, mon séminaire a commencé pendant 1h30, 2 heures. Je fais shit. Le mot va dormir à ce soir-là. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais c'est bon parce qu'il écoutait puis il était en silence puis c'était fatigué, je pense. Mais c'est ça pour dire, c'est que dans le fond, tu dois pousser de l'adversité sur les gens. Ouais. So, quand tu pousses de l'adversité sur les gens, puis surtout les enfants, après, quand il y a quelqu'un qui te bully, il est like, sais-tu combien de fois je me suis fait battre cette semaine à mon gym? You think you're bullying me? That scares me? Il y a 2 histoires qui est arrivées récemment où ce que c'est arrivé à ma fille, puis c'est arrivé aussi à une autre fille au gym, où ce que c'est arrivé ça, qu'ils se sont fait pousser tout ça, ils ont averti le garçon, puis ils ont fait vraiment une technique de base. Puis même ma fille, récemment, quand elle a fait vraiment un osotogari, elle a fait un knee on stomach, puis elle a monté le gars. Puis j'ai dit, ouais, mais quand tu as fait l'osotogari, tu l'as planté sur le ciment? Elle dit, fais-toi-en pas, papa. Quand j'ai fait l'osotogari, je l'ai retenu quand elle est au sol. La fille a 11 ans. Imagine la confiance, justement. Elle dit, le gars, là, il était tellement... J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au gars? Moi, je t'ai intéressé. Oui, c'est ça. Comment il a réagi? Elle dit, il a tellement paniqué qu'il s'est levé debout, puis il est parti, puis il ne savait même pas comment réagir. C'est là comme... Elle l'a sorti de la planète. Oui. C'est comme... Mais tu viens le mot que tu as fait utiliser, je pense que c'est super important parce que elle a dit inquiète-toi pas, je l'ai retenu. So, imagine dans une situation de stress, ta fille a tellement eu de situation de stress, entre parenthèses, c'est un stress contrôlé quand même 100%. Parce que des règlements, on ne se blesse pas. Au gym, qui a dit il y a un gars qui veut me bully à l'âge de 11 ans. Là, on parle pas de. Tu sais, c'est quand même une jeune fille. Là. 6e année. C'est ça. Puis elle était en 4e année ou 5e. Et en plus, plus vieux. Oui, plus vieux. Un garçon, c'est vrai qu'à cet âge-là, les garçons et filles, c'était plus proche de la même force, mais quand même, tu sais, un garçon, il l'intimide. Non seulement je vais te remettre à ta place, mais je vais être gentil, je vais te retenir pour pas que tu te blesses. So, imagine la confiance. Combien de fois tu vas lui dire t'es bonne, t'es belle, t'es capable, qui va être assez souvent pour que ça remplace ce qu'elle vient de faire là. 100%. That's real confidence. Or une confidence built. C'est look, I know I can do that. Not only that, I'll be nice with you. Puis c'est ça, je disais tout le temps, je dis peu importe, puis je disais ça pour encourager tous les gens qui commencent au jiu-jitsu et tout ça, je dis peu importe ce que tu penses. Mettons, moi, j'ai souvent perdu. J'ai plus souvent perdu que gagné, qu'on va s'entendre. Puis la première année, c'était un désastre pour mon ego. Fait que je suis sorti de là toujours en train de me faire massacrer. Puis tu sais, je suis comme, aïe, man, je suis pas à 100 livres. Là. Puis j'ai toujours, puis je dis ça aux gens, je dis, ce que vous allez retenir sans vous en rendre compte, c'est que vous êtes habitué de vous faire brasser. Votre corps
et va réagir d'une façon appropriée à un stress. Il va pas être quelqu'un qui s'est jamais fait bousculer. Oui. Jamais. Ouais. Quand ça va arriver, là, tu peux bien me dire... j'ai une anecdote avec un ami. Un ami me dit « Ouais, toi, tu fais du jiu-jitsu. » Puis c'est arrivé l'année passée. Puis je dis « Oui. » Puis là, il dit j'aimerais ça essayer contre toi. Je dis hey, c'est pas une bonne idée. Non, mais je disais même pas ça parce qu'on était dans un parc avec des enfants. Je voulais même pas me prouver. Oui, je comprends. Puis là, je dis OK, si peut-être quand j'étais blue belt, j'aurais accepté, mais là, je suis passé l'ego. Je suis capable de te planter, j'ai pas besoin de me prouver. Ouais, c'est ça, j'ai pas besoin de faire un... Il dit non, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que moi je vais faire si tu fais ça. Je dis mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Il dit je sais pas. Je dis regarde, on va faire quelque chose. Je vais me coucher à plat ventre. Je vais me retourner sur le dos. Ouais. Puis toi, tu peux t'asseoir comme tu veux sur moi. Ça ne change rien. Tu peux m'asseoir comme ça. Dis-moi comment tu veux t'asseoir. OK, je vais te prendre comme ça, puis dans les épaules, tout ça. Fait qu'en temps de le dire, j'étais debout, derrière lui, avec le seatbelt. Ouais. Et là, il me parlait. Il me dit ouais, OK. Fait que là, toi, tu as fait ça. Moi, je fais ça. J'ai dit, et je lui chuchote dans l'oreille. Je dis tu vas rien faire. J'ai 100 livres sur toi. Je fais du jiu-jitsu depuis une dizaine d'années. Je suis dans ton dos. J'ai tout mon poids sur toi, puis tu es en train de parler de quoi. Puis là, les enfants sont venus, papa. J'ai dit, les enfants, faites-vous-en pas, je ferai pas mal à votre père. J'ai dit, t'es-tu prête? Il me dit, quoi? Il dit, tu vas aller faceplant au sol. Garde tes mains, là. Il dit, oh non, mais quand tu vas faire ça, non, regarde bien. Puis j'ai juste give up my knee. Tu sais, je me suis laissé tomber. Le gars faceplant, boum, il a mis ses mains, tout ça. Puis là, il continuait. Ouais, mais si tu fais ça, regarde, moi, je mets ma main comme ça. Tu mets ta main nulle part. C'est ça. Arrête, je suis en train de te grimper dessus comme une sangsue. Puis toi, t'es là, ouais, mais si tu vas faire ça, moi, je vais faire ça, mais je veux savoir. Non, fais du jiu-jitsu. Si tu fais ça, là. Non, mais va faire du jiu-jitsu, va te faire planter à répétition. Puis après ça, viens, on va jaser. Parce que c'est tellement, je veux dire borderline, au départ, tu dis, mais pour les gens qui restent, là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Moi, je me suis posé la question, je dis, mais la première année, là, j'ai rien compris. Je comprenais quelques techniques, mais j'arrivais dans les rolls, je me faisais rouleau compressé. Moindrement, quelqu'un a plus d'expérience que moi, c'était l'enfer. Mais je me demandais pourquoi moi, je reste. Puis je vois le bienfait de ça. Puis quelqu'un d'autre qui vit la même expérience se dit « Ah, man, oublie ça, man. » Parce que, je veux dire une chose, les gens ont souvent dit « Ouais, mais c'est parce que l'autre est trop gros égo, tout ça. Ouais, mais j'en avais un bon égo, moi. Ouais. Je pense que tu as une soif. Si tu regardes la moyenne des gens dans un cours de jiu-jitsu, je ne vais pas faire de comparaison parce que je ne veux pas faire ça. Disons, les gens qui travaillent, qui sont dans des cours de jiu-jitsu à long terme surtout, puis qui sont toujours là, qui viennent, si tu regardes, c'est souvent, qu'est-ce qu'on a au gym? On a des ingénieurs, on a des ça. Puis même ceux qui ne sont pas dans un métier, disons, plus élevé, c'est des gens qui ont une soif de connaître et d'apprendre. C'est pas la même chose que si je vais... je veux dire, si je vais courir ou sprinter ou ça, c'est que, oui, ça se peut que tu sois super intelligent aussi, là, je parle pas de ça. C'est que pour rester à te faire battre à tous les jours, c'est que tu veux essayer de comprendre pourquoi. Tu dis... C'est des gens qui sont comme, je veux comprendre. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu as fait qui fait que c'est si facile? C'est que si c'est un sport de muscle, tu dis, c'est facile, tu as gagné parce que tu es plus fort. Mais quand tu réalises qu'il y a des gens qui sont pas forts et qui n'arrêtent pas de te battre, tu dis, non, il y a quelque chose que clairement je comprends pas. Puis il y a beaucoup des gens qu'on a qui restent. C'est pas ceux qui sont partis, parce que ceux qui sont partis sont comme, ça n'a pas d'allure, ils s'en vont. Mais ceux qui décident de rester, c'est des gens qui se disent, moi, je viens de voir quelque chose. Peut-être que j'ai pas aimé perdre, mais j'ai plus le goût de savoir pourquoi j'ai perdu que de ne pas perdre. C'est vrai que je vais perdre encore, mais ma soif de savoir pourquoi j'ai perdu est plus importante que la fait de perdre. Ça se peut que tu aies un ego. J'aime pas ça perdre moi non plus en général. Je me fâche pas, mais j'aimerais ça ne pas perdre. Mais quand je perds, je me dis, man, pourquoi il m'a eu? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai dû mettre mon poids trop par là, passer par là. Je me pose des questions. Il doit y avoir une raison qui m'a battu. Ouais. Surtout s'il est plus petit puis moins fort que moi. Ça me dérange encore plus. Je me dis, il y a vraiment quelque chose qu'il m'a eu, good, il faut que je trouve la solution. Puis souvent, c'est ça quand tu commences. Moi, quand quelqu'un me battait au début, puis surtout qu'il était moins pesant que moi, ou que ce soit une fille qui me faisait un mouvement, je me disais, Jiu-Jitsu really works. Ouais. C'est la conclusion, je me disais. It really works parce que je suis plus fort. Puis il m'a eu. Puis ça revient à ton calcul de probabilité. Exact. Puis non, c'est tout à fait très, 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 très bonne expérience pour mon ego. Je veux juste avouer que aussi, ça a été un accélérateur de perdre et de ne pas le prendre personnel. Pour moi. Ouais, nice. Pour moi.
Oui. Parce que moi, même lately, des fois, je perdais, je sortais, puis j'étais comme, je suis vraiment depressed d'avoir perdu 3-4 matchs. Tu sais. Je suis comme, attends une minute, là. Puis là, je regardais, ou des fois, je parlais à notre coach, puis tout ça, puis lui, il me disait des mots d'encouragement, tout ça. Ah, puis je snap out of it. Mais c'était vraiment perdre et gagner, cette histoire-là, d'attacher quelque chose à ça, pour moi, autant que quand je gagnais, j'étais « Hey, I'm the man Ouais. ». Puis autant que je perdais « Oh shit, I'm not the man, I suck ». Mais cette conversation-là n'est pas santé. Non, c'est Either ça. or, right? Idéalement, il faut que tu l'acceptes puis tu vois juste comme une opportunité, sans être cliché parce qu'on dit toujours ça, mais une opportunité d'apprentissage. Mais c'est ça. C'est pas nécessairement j'ai perdu contre toi, c'est que tu as fait ça. Est-ce que j'ai bien réagi, oui ou non? Je dois se trouver la bonne façon la prochaine fois. Puis les variables sont infinies. Ah, fait qu'on peut rester là longtemps. Oui. C'est pour ça que, justement, je disais, pour une personne qui aime 1 million d'affaires qui se passent en même temps, Jiu-Jitsu is for me. Je veux qu'il y ait 10 000 variables en même temps parce que ça me garde stimulé. Moindrement que ça devient trop tranquille, pas de variables. Moi, c'est drôle. Moi, c'est drôle. Toi, tu le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça, cette partie-là me dérange. Moi, j'aime le funnel. Ouais. Tu sais, j'aime going back to first principles. Genre, montre-moi, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du pivot point ou du balance point avec toutes les techniques. Mais si tu montes plein de techniques, après un certain temps, on dirait que ça me prend beaucoup de temps. Puis c'est une chose que je me suis dit tout le long de la pratique parce qu'on apprend énormément de techniques. Puis le style des techniques est différent parce que les profs sont différents aussi. C'est une chose que je me disais toujours, à un moment donné, ça va se clarifier puis ça va se rétrécir comme dans la salsa. Oui, 100%. Dans la salsa, il y a 10 millions de patterns, mais moi, je vois juste des cercles et des lignes. Oui, c'est vrai. Le jiu-jitsu, c'est pareil. Il y a des milliers probablement de techniques, mais en bout de ligne, presque toutes les techniques partent des mêmes concepts. Des axes, les gens, etc. Puis quand je disais que j'aime beaucoup de choses en même temps, moi, j'aime comme toi. J'aime garder ça vraiment vers une position, mais pendant que je fais ma position, je suis déjà en train de me dire, on s'en va par là, il va y avoir 3 options. Je vais commencer à préparer les 3 options avant même qu'ils arrivent. C'est dans ce sens-là, c'est que je veux créer la situation la plus simple possible, puis je prépare d'avance les 3 options. Puis quand il prend l'option, je vais le forcer vers l'option 2 ou 3. Puis quand il va prendre une de ces 3, je vais déjà avoir répondu à ces 2 autres options avant même que ça l'arrive. Pour pas comme une fois que ça l'arrive, non, c'est I think about je pense à 3 choses en même temps pour s'assurer que quand ça l'arrive, c'est comme si rien. C'est comme, comment c'est qu'il savait qu'est-ce qu'il va faire? Il vient de donner son secret, man. Now I know. Now I have a chance. C'est ça. OK. On va y aller avec les questions parce que le temps file. Oui, on va parler toute l'après-midi. C'est vrai, effectivement. Fait que là, on va y aller avec la première. Et ça, c'est des questions, bien sûr, qui nous viennent de nos collègues. En ordre et en désordre. Je savais même pas que tu avais fait ça. Oui, ça m'intéresse. On dirait que tu es un professionnel dans ce Arrête, je me suis dit. Il est préparé avant ses entrevues. Moi, tu m'as dit qu'on allait venir parler relax. Ça va? Oh, ouais, ça va bien. OK, bon. Est-ce que tu as fait des compétitions? Puis pourquoi tu n'as pas choisi ce chemin-là? Donc, c'est comme deux phases. Oui, j'en ai fait. Au début, je compétitionnais régulièrement. J'ai compétitionné jusqu'à ceinture noire. Mon dernière compétition, c'était à Onaga, New Jersey. C'est quand j'étais ceinture noire. Après, j'ai eu des enfants. Puis après, j'ai pris la décision. Puis surtout, c'est pas parce que tu peux pas compétitionner avec des enfants. Au contraire, il y a plein de gens qui ont des enfants. C'est que mes enfants sont encore jeunes. Et aussi, quand tu arrives à ceinture noire en montant, les gens avec qui tu compétitionnes, c'est des gens qui ont des écoles. C'est des gens qui font ça presque à temps plein. C'est des gens que, tu sais, ils sont dédiés. Puis étant une personne qui aime, je vais pas dire aime performer parce que ça me dérange pas de perdre en compétition ou gagner. J'ai pas beaucoup d'émotions attachées à ça par rapport à ça. J'ai plus d'émotions attachées au travail que je fais pour me rendre là. Je comprends. Plus que le résultat à la fin. Par contre, je suis une personne qui est réaliste. Je veux pas aller à une compétition, faire moyen, puis après dire « Ah, mais c'est normal, je m'entraîne pas ». Je veux pas inventer des excuses. Si j'y vais, j'y vais. Si j'y vais puis je perds, je vais pas pleurer d'être. Je vais juste dire, je suis allé, j'ai perdu, that's it. Mais je vais pas y aller disant, je vais y aller, je vais entraîner une fois ou 2 semaines, je travaille 60 heures à job, je vais m'entraîner contre un gars qui fait ça toute la journée, je vais perdre, puis après, je vais me retourner dire, mais c'est à cause de ça que j'ai perdu parce que je me suis pas entraîné. Si j'y vais, c'est parce que je veux gagner. Ouais, tu es honnête avec toi-même. Je suis honnête avec moi-même. Je pense que c'est malhonnête à mon niveau. Tu sais, justement, quand ça fait 15, 20, 18, etc., le nombre d'années que tu fais quelque chose, de t'inscrire avec une personne qui fait ça tout le temps. Puis c'est pas une question technique, je veux dire. C'est pas juste une question, de technique, c'est juste une question aussi de rapidité d'exécution.
Oui, j'ai des connaissances. Oui, j'ai des connaissances. Puis je sais peut-être c'est quoi la défense de ce qu'il va faire. Mais lui, il le fait plus rapidement. Lui, il a plus de cardio. Lui, il a plus de force. Il a plus de... Il est peut-être plus jeune, etc. Ouais. Il n'a pas l'épaule démolie comme la mienne. Je veux dire, peut-être ou peut-être pas. Là, tout le monde a l'épaule brisée en jiu-jitsu. Mais je veux dire, il faut être honnête avec soi-même. Parfait. Ça, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté. Deuxième question. En ce moment, tu es un leader dans le dojo Team One. Merci. Puis tu es aussi, bien sûr, estimé La par... personne a dit ça? Ben... OK, vous, mais j'imagine, toi, tu me dis ça. j'imagine. Parce que tu me dis la question, je sais pas c'est qui a dit ça. Okay. Je sais pas OK, qui merci, a dit ça. c'est gentil qu'il a dit ça. Puis tu es là depuis le début. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté aussi longtemps? Qu'est-ce qui a fait que je suis resté longtemps? Ben, Ouais. l'équipe, l'école, le coach, Luciano-chi, je veux dire, il est passionné. Donc, depuis le début, il a toujours fait sentir comme une famille. Tu sais. Au début, quand on a commencé, je me suis inscrit comme premier étudiant. Puis je pense qu'on était 3. De mémoire, le premier cours, on était 3. Après, peut-être une couple de semaines, on était 4. Quand on était chanceux, des fois, on était 2. Ça dépendait des journées. Puis, il était toujours là. Il manquait pas les cours, même s'il fallait qu'il roule 2 heures, etc. Je pense qu'il est déjà venu. Surtout, beaucoup de gens connaissent cette histoire-là. Puis, il faisait des chiffres de nuit. Il venait, il y avait un restaurant, il travaillait, il faisait tout. Puis, il venait, puis il venait, puis il venait. Il venait aux compétitions avec nous, etc. Il venait en béquille? Il venait en béquille, effectivement. Pendant longtemps, il venait pendant 6 mois en béquille. Puis c'est sûr que j'ai une personnalité pour pas nécessairement quitter, mais il y a aussi le fait que quand tu te sens bien, puis que tu fais beaucoup d'amitié, je pense, en jiu-jitsu, parce qu'on est collés, on est proches, on se parle, puis c'est facile d'être proche puis de connaître les gens. Ça m'a aidé vraiment de rester très longtemps. Puis comme je dis, à chaque année, on avait des team barbecue, on devient des amis, on va prendre un verre. Je pense que c'est plus que juste l'école, que les techniques. Malgré que j'adore ça. Ça, c'est sûr que ça l'aide. Mais aussi, j'ai commencé à donner des cours, etc. Puis les gens sont tellement gentils. Je veux dire, ce matin, tu étais là, puis quelqu'un est venu me voir. Encore, je vais faire la même affaire que toi, on va garder ça anonyme. Mais un des étudiants est venu et m'a dit, tu sais que je déplace tous mes meetings de travail autour de tes cours. Nice. Puis le sentiment, là, c'est mieux que... C'est mieux que compétitionner. Ouais. Quand je montre une technique, puis là, je marche un peu, puis je vois quelqu'un le faire, puis qui réussit contre quelqu'un qui résiste. Là. Je parle pas dans les pratiques. Là. Il se bat, puis il réussit. Je fais, wow, il fait le move que j'ai montré. I love it. C'est un peu comme quand tu as des enfants, puis ils font quelque chose de cool. Il a appris à marcher. Mais quand je vois ça, that makes me happy. Plus que moi gagner. Parce qu'à un moment donné, je ne gagnerai plus. Comme je dis, je suis rendu à 42, j'ai l'épaule brisée, je m'entraîne un peu moins qu'avant. Mais je continue. Évidemment, tu le sais, je suis quand même assez pas pire quand même, on s'entend. Mais je sais que ça ne sera pas pour toujours. Mais quand je monte des techniques, puis j'y vois une personne qui commence, puis qui commence à gagner, on a maintenant un prof Bash maintenant qui compétitionne beaucoup, qui gagne beaucoup, exemple. C'est pas moi qui lui ai appris tout ce qu'il savait parce que malheureusement, je donnais plus des cours de soir, puis lui venait plus de soir, etc. Mais dans le sens que quand je vois nos coéquipiers commencer à performer beaucoup, that makes me super happy. Ça, je suis comme, wow, je suis content de voir ça. J'aime l'équipe, puis de dire, hey, ça, c'est nous. Ça, c'est notre équipe. On est ensemble, puis on travaille fort, puis le monde sont heureux de venir. Ça se sent. Oui. Ça se sent. Merci. En ce moment, tu enseignes une fois par semaine, tu l'as dit. Oui. Tu t'entraînes plus comme avant. Non. Puis ton niveau de connaissance est astronomique. C'est les mots que la personne a utilisés. Okay. Et vu que lui est humble, je suis d'accord. Comment fais-tu pour te garder informé et à jour? Ça, c'est difficile. Ça, je dirais que c'est le plus difficile. Puis ça revient quand on parlait de concept. C'est, à un moment donné, depuis le début, je suis un peu comme ça parce que c'est le type de personnalité. J'aime disons comme à l'école, ou avant, quand j'étais à l'école, avant de faire du jiu-jitsu, tout ça, j'aime pas que tu me dises la réponse à quelque chose. J'aime ça comprendre pourquoi c'est ça la réponse. Depuis le début que je fais du jiu-jitsu, je me suis toujours dit, mais c'est pourquoi ça marche, ça? Tu me dis, fais ça, puis ça marche. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi le mécanisme qui fait que ça marche? Puis quand tu commences à comprendre les mécanismes, tu vas perdre les techniques. Il y a des techniques que tu vas perdre quand tu t'entraînes moins. Il y a plein de choses que tu vas perdre. Mais il y a une chose que tu perdras jamais. C'est la compréhension du mécanisme. Si tu comprends le mécanisme, tu peux garder tes connaissances très longtemps. Si vous pensez que la personne, je ne sais pas c'est qui, là, si c'est une personne, ça fait longtemps, mais si elle m'avait vu avant, peut-être il y a 10 ans, ou, tu sais, mon niveau de connaissance était beaucoup plus astronomique au niveau technique. Par contre, pour beaucoup de concepts, mon niveau, en m'entraînant moins, a augmenté. Parce que là, j'ai eu la réflexion quand on parlait comme un peu tantôt d'autodéfense, je dis, OK, mais là, je ne suis pas une machine là, de m'entraîner sans arrêt, qu'un cardio, de la force. Je ne suis pas fait, mais je veux dire,
Je suis plus une machine, puis je suis pas là 5 jours semaine, puis 6 jours, puis 2 fois par jour, puis qu'est-ce que le minimum que je dois savoir? OK, quand je fais ça, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le lien entre toutes les techniques que je connais qui peut faire en sorte que j'ai pas besoin de me rappeler de ces techniques-là? Puis ça, si tu comprends ça, le plus tôt possible dans ta carrière de jiu-jitsu, puis j'imagine que c'est vrai pour toutes les carrières, toi avec la salsa, etc., à place de dire, on m'a dit de faire ça, je fais ça, puis je me tais. C'est pas une question de questionner ce que les gens disent parce que les gens ont des connaissances, ils te le disent, mais c'est d'essayer de comprendre, mais on m'a dit ça, il doit avoir raison sûrement, mais pourquoi il me dit ça? Puis pas nécessairement le demander, pourquoi tu me dis ça? De dire, OK, est-ce que je suis capable de découvrir, quand il me dit de faire ça parce que c'est la meilleure chose à faire, il doit avoir une raison qui me dit ça. Il doit le savoir si clairement il est capable de le faire sans arrêt. Peut-être que même lui ne connaît pas la raison. Peut-être qu'il a juste fait ça depuis 15 ans de la même façon sans arrêt, puis ça marche tout le temps. Mais toi, tu dis, ben, il fait depuis 15 ans sans arrêt, puis je le vois, puis ça marche tout le temps. Il doit avoir quelque chose qui fait que cette technique-là, ou de la façon qui fait cette technique-là. Parce que des fois, une technique ou une autre, ils sont interchangeables. Mais la façon que tu la fais, avec quelle intensité, avec quel angle, avec quel, etc., distribution de poids, etc., vont faire qu'elle fonctionne ou ne fonctionne pas. Deux personnes qui font la même technique, c'est pas la même technique. Even though tu regardes la vidéo 25, it looks the same, it's not the same. Il y a des choses qui sont très difficiles à voir. Puis c'est seulement les petits détails, les petits concepts qui font la différence. Nice. C'est quoi la chose la plus bizarre que tu as entendue sur le tatami? Ou qu'on t'a dit? Ou... Wow, je sais pas. Honnêtement, là... Crunchy. Je dirais que j'ai pas d'affaires crunchy que je peux penser parce que c'est un peu une surprise de ta question. Ouais. Par contre, la chose la plus étrange que j'ai eue, c'est que ça fait pas longtemps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être un an. J'étais déjà ceinture noire 2e degré, puis une personne qui est ceinture blanche, qui pèse 160, I don't know, le poids, 170. Moi, je suis 230 présentement. J'étais peut-être 220, mais j'étais plus fit. So, j'étais quand même fort, plus d'expérience, 20 ans. Ceinture noire de 2e degré, cette personne-là, 3 mois, I don't know. Je ne connaissais pas vraiment. Je pense qu'elle arrivait peut-être d'une autre école. Parce que je la connaissais pas. Donc, je pense qu'elle arrivait d'une autre école. Puis, peut-être une journée, j'ai juste vu une fois. Puis, on fait un combat. Puis, j'y vais super relax. Puis, évidemment, je gagne. Puis, elle dit... J'ai dit, OK, on va se reprendre là, parce que, dans le fond, j'aurais dû faire ça. Je t'aurais eu, j'avais fait ça. Puis, mais dans le fond, je comprends pas vraiment la petite erreur parce que je pense que je t'aurais eu. Puis, j'ai regardé, je suis comme, OK, that's weird. Je suis comme, OK, on continue. Puis là, je vais doucement encore relax, puis je gagne encore. Puis je vais doucement, puis je gagne encore relax. Puis j'essaie d'aller doucement parce que je comprends pas pour la personne, elle va vraiment intense. Puis à chaque fois, elle me pose, mais tu pèses combien? Puis elle continue, puis là, je dis, je me suis arrêté, mais puis je disais, mais il me disait encore, il me dit, je le vois déboussolé, puis il me dit, je pense que si on se reprend, ça va marcher. Puis je pense que le professeur Luciano était pas loin parce que je sais pas si tu as entendu, mais il a entendu la fin. J'ai dit, mais dis-moi, là, quand tu es rentré ici, puis je t'ai donné la main, puis on dit on fait un combat ensemble, puis on a commencé. C'était quoi tes. Je sais pas le nom français. Expectation. What was your expectation? Ouais. Ça, j'ai dit, Luciano, je pense qu'il était proche, je pense qu'il a entendu parce qu'on se regardait. Genre, je sais pas qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait arriver. Tu pensais que tu allais gagner parce qu'à chaque fois que je te prends dans n'importe quelle position, tu me dis. Ah non, attends, je vais me reprendre, puis c'est pas comme ça. Si j'avais fait ça, j'aurais gagné, puis ça, puis je disais, mais... Ah, mais puis après, il me posait des questions, tu sais quoi ton poids, c'est quoi ça? Puis je me disais, mais what did you expect is going to happen? It's confusing. Ouais. D'une personne, c'est comme... Parce que quand on parlait, tu sais, un peu d'ego, c'est que les gens ont même pas de logique avec leur propre pensée. So, moi, je m'en viens faire du jiu-jitsu pour devenir meilleur en jiu-jitsu. Je viens prendre un cours d'un prof qui va m'apprendre de devenir meilleur en jiu-jitsu. Moi, je viens... Je sais pas, comme je dis, il vient d'une autre école, donc je sais pas c'est quoi son niveau d'expérience avant, mais j'imagine quelques mois parce qu'il était ceinture blanche. Puis là, toi, tu es venu t'inscrire pour apprendre, etc. Mais tu te dis, moi, je devrais battre le professeur qui ça fait 15 ans. Si tu penses que c'est le cas, pourquoi tu t'inscris? Pourquoi tu penses gaspiller ton temps dans une affaire que, dans le fond, tu n'as même pas besoin de pratiquer? Exact. Ça, je trouve ça étrange quand les gens font ça. Moi, je trouve que c'est rassurant à perdre contre un black belt. Ben oui, si je gagne tout le temps, pourquoi je suis là? Non, mais c'est rassurant. Je me dis, c'est là le moment où moi, personnellement, je le prends pas personnel. Mm-hmm. Je me dis, it's meant to be. Oui. You know, you have more experience, everything's there. C'est normal. Je vois pas pourquoi le gars, là, il veut rentrer. Puis pas midstream, là. C'est un frais, là. Il vient de commencer. Puis il ferait quelques mois, donc il devrait savoir qu'il devrait perdre. C'est pas comme il ferait la première journée. Moi, je fais du gym, je vais gagner. La première journée, tout le monde pense ça, des fois. Mais assez de mois pour savoir que tu gagneras pas. C'est pour ça que je trouve ça étrange.
À quoi tu penses au début des rolls pour établir le contact, placer ton adversaire là où tu veux? La personne dit, la plupart des fois où je roule avec lui, je me ramasse à me demander quand je vais taper ou si je vais mourir entre ses deux aisselles. Là, j'ai plus intérêt à me demander, mais qui dirait ça? Ça, c'est drôle. Je pense établir une position dominante. Quand je dis position, je parle surtout de grip. Si c'est t'as une position intérieure avec... là, c'est pour ceux qui ne comprennent pas le jiu-jitsu nécessairement, mais juste une bonne position de contrôle au départ, tout commence à aller négativement. Quand on parlait du pourcentage, là, si je commence là, puis t'es là, les chances sont que ça va s'empirer. Puis mon objectif, c'est toujours que ça s'empire. Même malgré que je suis gentil, je veux que ça soit souffrant pour l'autre, gentiment. Comment tu arrives à gérer le rapport entre ta force physique et ta technique? Parce qu'on va se le dire, ouais. Moi, je sens comme un hybride des deux, mais j'ai toujours l'impression que quand tu tiens une position, là, je ressens la force, moi. C'est drôle, hein? Moi, je ressens... Tu sais, des fois, là, tu fais une technique, là, c'est sûr que, bon, la position est nec plus ultra, mais je sens... C'est comme un train. Puis j'ai l'impression que c'est de la force. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'interprète comme ça. Je dis, en plus, il est bon techniquement, puis en plus, il est hyper fort. Toi, comment tu vois ça? Comment tu gères ça? De ma perspective. Absolument. Moi, je trouve que c'est drôle parce que, oui, j'ai probablement une certaine force, mais souvent, si vous voyez, quand on roule ensemble, moi, je fais pas de cardio, ou presque pas. Comme je dis, je m'entraîne beaucoup moins qu'avant. Puis la plupart des rolls, je sors avec peu de sueur, malgré que je suis une personne qui sue beaucoup, puis pas beaucoup de... Le cœur qui bat pas vite, puis je suis relax. Je respire pas fort. Donc, ça démontre pour moi que j'ai pas forcé beaucoup. C'est ce que je veux dire. Ça. Fait que là, c'est encore plus inquiétant. Oui, parce qu'en réalité, l'impression de force, c'est quand que la personne a toujours une structure biomécanique qui est forte puis une position avantageuse. Je pense que c'est, comme je dis, je le quote des fois, là, puis j'espère que je ne me trompe pas, mais je suis presque sûr que c'était Georges Saint-Pierre qui disait ça dans notre revue, le cardio, c'est pour les perdants. Puis dans le sens que c'est un peu ça, c'est que si je suis toujours en train de te dominer, puis je ne vais pas misquote qu'est-ce qu'il voulait dire, mais dans le fond, ce que moi j'interprète de ça, c'est que si je suis toujours dans une position dominante, une bonne structure, une bonne posture, ma spinal cord, mon dos droit, colonne vertébrale, tout aligné avec ma tête, j'enlève tous les points d'appui pour toi. Toi, tu as l'impression d'avoir de la pression dans le tapis tout le temps. Puis même si je suis fort, je ne suis pas 2 fois plus fort que toi. Je suis peut-être 15 10 c'est le sentiment 20 qu'on reçoit. Mais tu reçois ce sentiment-là. Parce que moi, peut-être que je force à 20-30 Si je force à 30 puis je suis juste 10 plus fort que toi, je suis moins fort que toi quand toi tu forces, right? 100%. So, mon objectif, c'est toujours d'avoir une position tellement avantageuse que tu subis toute la force. Parce que si je force toutes mes forces tout le temps, je vais être brûlé. Puis l'objectif, c'est pas d'être brûlé. Exact. C'est d'être capable de « Hey, let's do another one, let's do another one, let's do another one. It's easy. » Parce que je te domine à tout moment, puis toi, tu souffres sans arrêt. Puis toi, tu forces toutes tes forces tout le temps. Absolument. Puis en forçant toutes tes forces, tu as moins en moins d'énergie, puis tu as l'impression que je suis plus en plus fort. Puis surtout avec l'énergie du désespoir. Oui. Quand tu es par-dessus, c'est toute une autre histoire. Oui. Dans une file d'attente, est-ce que tu analyses comment tu pourrais gérer ou soumettre les gens qui sont devant toi? Ça, c'est une excellente question. Je te dirais que je le fais moins qu'avant. Mais des fois, c'est vrai, effectivement, que ça m'aurait arrivé assez souvent que j'ai I could take this, I could do this, I could grab this. T'as comme ça? Ouais, c'est comme le calcul. Je te dirais que souvent, c'est le panier d'épicerie qui paye le prix. Tu sais, tu le tiens, puis tu dis, je le lancerais, puis tu forces, tu sais, sur le... Ouais, non, ça, c'est... Ou le volant, quand je conduis, je fais des techniques en conduisant dans ma tête, puis que je... Puis là, oh shit, j'ai manqué ma sortie, shit. Excellent. Ouais, ça, j'ai de la misère des fois de pas faire ça, surtout quand je m'entraîne plus. T'as-tu un move signature? Ex-choke, tout le monde. Quand t'as une bonne grip qu'elle peut pas casser, c'est le best move. Yes, I know that one. I've seen so many times. You know, ton ex-choke donne le goût au cerveau d'exploser, de sortir de son orbite. C'est même pas un ex-choke. Ouais. Je pense que ça devrait s'appeler Explode the Head. Ouais, c'est quelque ça. chose comme ça. Ouais. C'est comme un... Ça compresse tout. Oh my God. Ouais, non, ouais. Je travaille encore là-dessus, imagine-toi. Ouais, j'espère que tu vas l'avoir. Non, mais je le travaille parce que toujours une subtilité ou d'autre dans la façon de setter up, de placer le coude. C'est ce qu'on disait un peu des fois, 2 techniques identiques sont pas identiques. It looks identical, mais quand tu... Puis je pense que j'ai commencé à faire ça beaucoup maintenant. Quand quelqu'un me pose une question, maintenant, je le fais sur lui. À place de... Avant, tout le début de ma carrière d'enseignement, disons,
je le montrais sur une tierce personne pour que lui la voie. C'est un très bon point. J'ai réalisé que les gens apprenaient pas aussi bien que ça. Parce qu'il disait, ben c'est ça que tu t'as montré tantôt, je te le remonte encore, je comprends pas plus. Mais quand je le fais sur la personne, il dit, oh, that's a different feeling. It's a very good point. Là, je comprends que le feeling que j'ai, puis j'imagine que c'est un peu la même chose dans salsa. C'est la même Si je danse chose. avec une autre personne, puis toi, tu me regardes, puis tu dis, fais comme moi, il va essayer, mais il comprend pas. Mais si toi, tu le fais tourner comme il doit, là, wow, c'est un très bon different. point. Puis souvent, ce que je dis, c'est que le contexte d'un cours de groupe a ses défauts. Ça, c'est un défaut du cours de groupe qu'on n'a pas en privé. Puis, juste le dernier cours que j'ai fait avec un gars, je lui ai expliqué le mot. Je lui ai dit, ouais, mais comment tu fais ce move-là? Je dis, regarde, toi, tu vas être la fille. Moi, je vais être le gars. Il me regardait, il dit, non. Je dis, je vais te le faire, tu vas le sentir. J'aurais même pas besoin de te l'expliquer. Puis, tu vas catcher c'est quoi mon transfert de poids. Là, je le fais. Il me regarde. Ah, okay. Don't have to explain to teach and stuff like that. So the amount of pressure, the amount of timing, the amount of weight transfer, je te le montre, tu me vois, tu répètes, mais avec ta pression, ton changement de poids, mais tu répètes le mouvement. So là, je te le fais. Ou tu me le fais, moi je suis fille, puis là, je te dis, oh, attends une minute. Non, là, je te sens pas. Là, j'y vais pas. Là, fais-le plus comme ça. Ah, OK. But that's... Mais ça démontre tu as clairement des années d'expérience en enseignement, puis à cause de toutes les écoles et les gens qui passent, tu as compris ça. Mais au début, c'est pas comme ça qu'on apprend à apprendre aux gens. Fais ça, fais-le comme moi, puis s'il fait quelque chose, tu essaies de lui dire, mais tu réalises que non, à place de regarder ce que je fais, je vais te le faire à toi. Puis là, les gens commencent à dire, OK, c'est pas le feeling que j'avais. Mais je pense que, comme dans l'enseignement, mettons, je dis toujours, c'est le point A, puis tu as le point B. Donc, mettons, le point A, c'est où ce que l'étudiant est. Puis le point B, c'est, ça, mettons, son apprentissage technique futur, ou toi, ton objectif pour lui, comme professeur, tu aimerais ça qu'il pointe cette technique-là. Puis après ça, tu as tout ce qui est entre ces deux points-là, c'est de l'expérimental. Ça veut dire qu'un jour, tu vas dire à un tel groupe une façon d'expliquer, ça marche bien. Jour 2, tu refais la même explication dans l'autre groupe, tu fais comme, hey, ça rentre pas. Why? And then you switch it up. Puis je pense que à travers les années, moi, je peux juste parler pour moi, là, je veux dire, j'ai tenté plein d'expériences, en fait, de façon de décortiquer les mouvements en faisant. Puis j'ai remarqué beaucoup, ça, c'est une chose que même moi, j'étais guilty of. Puis j'ai même dit à mon staff, expliquez pas plus que pour 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà trop. C'est trop. Ça fait juste avoir des nodders, des gens qui vont faire ça. Puis vous, comme professeur, vous allez vous sentir important, puis vous allez continuer à parler parce que les gens sont d'accord avec vous. Après ça, tu dis « go ». They can't do it. So I thought to myself, it has to be more mechanical. It has to be experiential. So voici le mouvement qu'on va faire aujourd'hui. Je vous le montre, puis on va le décortiquer en petits morceaux. Je vais vous montrer un mouvement et on va le répéter à outrance. Ça veut dire, mettons, un tour à droite. OK, un cours au complet, le tour à droite. M'en fous si tu trouves ça plate ou pas. Je le sais que c'est déjà beaucoup. Mais moi, je vais te poser une question, parce que ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est comment tu fais l'équilibre, c'est moi maintenant qui t'entrevu. No problem. Où est l'équilibre entre ce que toi, tu penses est bon pour l'étudiant et ce que l'étudiant pense qui est bon pour lui? Parce que moi, je trouve que c'est ça qui est difficile en tant que professeur de jiu-jitsu. Si c'était moi, là, il y a des techniques que je ferais 50 fois de suite. Mais je sais que les gens dans mon cours vont pas trouver ça le fun. Puis là, tu dis, je sais que c'est ce qu'ils ont besoin. Mais dire à quelqu'un, hey, on va faire sans arrêt des armbars jusqu'à temps que votre armbar est parfait, surtout si le gars ne compétitionne pas, il est comme, that's boring, that's all we do. Right? Il y a l'équilibre qui est comme entre les deux. Comment on fait ça? Toi, tu as un dilemme que j'ai pas. Ton dilemme, c'est la mixité de ta classe. Je comprends. Ça rajoute un curveball. C'est tu as un avancé, top dog, puis après ça, tu as celui qui commence l'introduction. C'est l'enfer, là. Mets-moi quelqu'un qui commence à danser, puis mets-moi 2-3 black belts en salsa dans le même cours. J'irai voir mes black belts, puis je dirais, écoutez les gars, là, vous allez prendre votre mal en patience aujourd'hui. Parce que j'aurais pas le choix de montrer la base à cet étudiant-là. Mais moi, vu que j'ai fait de l'expérience en salsa, quelqu'un qui va me montrer 1000 fois le armbar, moi, je suis le client pour ça. Tu sais, je vais revenir, puis je suis comme toujours fasciné. Je dis, crème, ça fait 1000 fois que je fais l'armbar, puis je viens de mettre en application un autre détail que le professeur Alex m'a montré, puis je comprends pas comment j'ai pas vu ça. Puis là, je dis, it feels so novel, and I'm thinking, shit, it was always there. It was sitting in front of me, never saw it for my life. Now he says it and goes, oh, okay, it makes sense. And I learned the armbar like as if it was introduced to me the first time. Fait que c'est vraiment bizarre. Mais je suis pas un bon client pour ça, moi. Moi, je me présente au cours, là,
puis j'essaie de me fermer la gueule. Montre-moi quelque chose. Moi, je suis content, je suis là, je bouge. Là, puis, je dis un jour, je vais devenir bon. Je me pose pas tant de questions que ça. Ça m'est arrivé une couple de fois, mais I keep my ego in check. Moi, je suis general all the time. Mais cet équilibre-là, moi, je dis toujours à mes étudiants là, qui font cette remarque-là ou qui s'en vont dans cette direction-là, genre, ouais, c'est facile, je dis, mange du brocoli. Fais manger du brocoli. Va pas, je veux t'apprendre 10 millions de passes, tu même pas capable de faire un tour à droite. Ouais, c'est ça. Plus que j'avance dans le temps, plus que je fais des expériences, plus que je me donne l'espace d'essayer des choses, plus des fois, je me présente dans un cours puis je me dis, OK, on va essayer ça, on va voir ce que ça va donner. Parce que c'est un équilibre entre ma motivation comme professeur, parce que si je répète toujours le même cours, ça commence à être plate. Oui, effectivement. Puis ma passion. Il faut que je rentre puis je me dise, OK, I'm going to try something and we'll see what happens. Maybe I'll discover something. Puis penser comme ça me garde très allumé dans le cours. Mais qu'est-ce que je pense qui est bon pour eux? Je te dirais 75% le gagne, 25% ça va être les autres. Je décide qu'est-ce qui se passe dans mon cours. Right? Yeah, for sure. I come in, I go, I think this is good for you, but I don't know if it's the same, I don't think it's the same vibe because when I come in and I teach, I purposely use salsa as a mean to entertain people. Okay. So my main goal might be different. So that's why I don't see the right turn as repetitive because every time is a new joke, every time is a new vibe, every time is a new people, every time is, okay, let's have fun together. Yeah. So it's like a means to an end to pleasure. C'est pas ça, Jiu-Jitsu. Pas nécessairement. Et toi, t'es le fun aussi. Je pense que t'es une personne qui est drôle, agréable, funny. Demande à ma femme. Elle trouve peut-être moins drôle. She would disagree with you. Elle doit être tannée de tes jokes. Non, ça, c'est normal, mais... Moi, je suis pas très drôle en général dans la vie. Je suis moins drôle. Je suis passionné que je fais, mais je suis pas aussi drôle. Tu sais, toi, t'as des bonnes jokes. Oui, mais je pense que le endgame, si je peux comparer l'ambiance du Jiu-Jitsu, c'est la confrérie, qu'est-ce que tu avais décrit tantôt. Et je pense que c'est ça aussi en salsa. Pour ça se ressemble. Okay, mais pourquoi les gens font du Jiu-Jitsu et pourquoi les gens viennent danser, je pense que ça peut être différent pour certains qu'on ne va pas retrouver dans les deux. Si c'est pour faire quelque chose comme loisir, yeah, that's the same client. Si c'est pour se remettre en forme, that's the same client, even if Jiu-Jitsu might win a little more on cardio. Si c'est pour rencontrer des gens, that will more lean towards salsa. Tu comprends? Si c'est pour s'amuser, je ne suis pas sûr que quelqu'un va dire en départ, hey, moi, je fais du jiu-jitsu parce que j'ai le goût de m'amuser. Parce que tu ne vas pas t'amuser ta première année. Non, pas ça. On va prendre ton amusement, là. Puis ton amusement, c'est recevoir un nid dans la gorge, là. Tu vas dire, hey, wow, ça, c'est je m'amuse, là. Un plaisir. So I think that it's a bit different, but the same. And I think the amount of parallels that I made à travers mon école, puis la façon que Team One est géré, autant des comparaisons intéressantes au niveau du comment vous êtes quand le Team One est membership, autant dans la structure, autant dans la façon de faire de notre coach. J'aimais tracer ces parallèles-là. Parce que moi, je travaille en silo. Tu comprends? Moi, je travaille, je suis dans ma bulle, je fais mes éditions vidéo, je suis dans mon truc, je suis avec mon équipe. J'aimais ça, voir comment un autre business est roulé. Je me disais, OK, c'est intéressant, lui, il est plus comme ça, lui, il fait ça comme ça. Puis des fois, j'en tirais des idées. Dans la façon de rouler des classes, dans la façon... Après ça, je dis, pourquoi c'est pas pareil? Puis là, je dis, OK, mais moi, j'ai pas de groupe mix. Parce que sinon, je me disais, pourquoi qu'on fait pas un programme un après l'autre? Tu sais, mettons, t'arrives, journée 1, un bar, journée 2, autre chose, journée 3. On peut pas. Ça va pas. C'est open schedule. N'importe qui peut se présenter n'importe quand. Moi, je fais pas ça. Non, c'est sûr. Ton cours est lundi soir, tu es un débutant. Tu viens lundi soir. Et en plus, tu es locké dans le groupe. Oui, c'est vrai, tu peux pas changer. Tu peux pas changer de groupe. Oui, ça change vraiment la dynamique automatiquement. Fait que I don't think there's... un parallèle avec le jiu-jitsu dans cette partie-là. Dans cette partie-là. Pour la clientèle. It's all the same. Reste une question ou non? Je n'étais pas sûr. My friend, I think time-wise, we're all good. Okay. D'un, merci. Merci d'être venu. Je suis vraiment content d'être venu.
je dis toujours en blague, mais quand je regarde comment tu es, puis comment tu es passionné, puis tes cours, j'ai toujours adoré tes cours, techniquement, mais aussi dans ce que tu dégages comme personne. Merci. Puis je dis en blague, mais si je prends comment tu fais du jiu-jitsu et comment que tu es dans le jiu-jitsu, je dis en blague, mais je le pense vraiment. Okay. Je dis, quand je vais être grand, je vais être comme Alex Horvat. Je dis, I'm serious. Ouais. Okay, I say that a joke to everybody because I'm going to be. Because I like, whenever I engage with you on the mat, there's something that happens, I go, oh my God, I'm going to go flying and I don't know what direction. Ouais. But that feeling, I hope one day I will understand to the level that you do, or just even if there's only 10% that rubs off, good. Even if I'm really good at edge choke, I'll be happy because tu as transféré la façon que tu es aussi sur le mat, tout ça, j'adore ça. Puis j'espère que tu vas continuer encore 10 autres années dans l'équipe. J'espère, minimum 10, j'espère. Puis on va pouvoir refaire cette expérience-là dans 10 ans, on va être les deux avec des cheveux blancs. Puis... I remember those days! Ouais, c'est ça, exact. On parlait des jeunes. Well, thank you very much. Merci beaucoup. Excellent.